Salut l'équipe, qu'il est loin, bien loin le temps où quand on évoquait le nom de Klay Thompson, on parlait forcément d'un énorme coup de chaud à 3 points. Aujourd'hui, malheureusement, Klay est bien plus inspiré off-court que on-court. Et même si pour ça, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, ça fait quand même mal au cœur de voir l'un des meilleurs snipers de l'histoire jeter autant à côté et gaspiller autant qu'un top modèle dans un buffet à volonté. Et il a beau lever ses 4 doigts en l'air autant qu'il veut pour nous rappeler ses 4 titres, ses coéquipiers, eux, doivent avoir envie d'enlever qu'un seul à chaque fois qu'il envoie une énorme bricasse. Klay Thompson ne berne plus personne et l'ancien Warriors nous rappelle son passé comme pour éviter son sombre présent. En fait, c'est un petit peu l'inverse de Mia Khalifa. Mais nous, présent comme passé, on a une très bonne mémoire ici. Et pendant que son Splash Brother lui continue d'affoler les compteurs à plus de 28 points par match, Klay Thompson est devenu le petit frère en échec scolaire à qui on n'adresse plus la parole que par nécessité. Eh oui, toutes les fins ne sont pas toujours belles et la fin de carrière de Klay Thompson sonne bien creux. En revanche, je suis sûr que ces fins de journée doivent être très douces le soir en rentrant à la maison. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first the show, j'ai la voix un petit peu... J'ai un chat dans la gorge. Avec moi aujourd'hui dans le canapé, ils sont de retour, ils sont déjà pas contents de mon édito, on va commencer avec ça. Stephen Brun et Thomas Dufin m'ont tiré les oreilles puisque je m'en suis pris à Klay Thompson. Mais alors les gars, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris ce tir. Voilà. Frère, il met 10 points par match, il a 32% à 3 points, il a grossi, ce n'est plus... la fin de carrière, elle est pas belle. Erwan, t'as beaucoup d'expérience, beaucoup. De NBA, du professionnalisme en France, à l'étranger, overseas. Tu sais que l'environnement est important pour un joueur. Il est dans un environnement, il peut pas gagner de match, il peut pas être épanoui. Dès qu'il va être transféré dans une bonne équipe, tu verras que sa fin de carrière peut être top. Moi, je vois un mec qui a pris du poids, qui a l'air très heureux. Je vois un mec épanoui. Alors, peut-être pas là où il faut, mais je vois un mec épanoui. Un mec à 32% qui s'appelle Klay Thompson, il est pas épanoui, je te le dis à 3 points. Très bien. Bonjour Erwan, bonjour Stéphane, bonjour. Salut. Il y a plus de salut les guys alors, c'est fini ça. Ouais, mais ça fait longtemps. C'est fini ça. Enfin, On a grandi. je ne suis que la voix du peuple. Les gens demandent des salut les guys. Mais je suis d'accord avec toi, très sévère sur Klay Thompson. Merci. L'année dernière, il est très bon. Quand il reviendra, là, il joue avec une équipe minable. Bon. Ah oui. Minable. Erwan. Et on sait que Klay Thompson, il a quand même besoin d'un peu de création autour pour faire du... Non, mais du attends, Surtout à catch. 35 ans, Erwan. Les gars, il y a les stats, il y a les pourcentages et il y a l'attitude, tu vois, il est là. C'était un mec qu'on aimait bien par sa sobriété, là, il est là, faire 4 Comment Erwan? Je sais pas, Don't be that guy. Je trouve qu'il... Mais il est fan de Draymond Green, mais que Thompson il fait ça, c'est pas beau. L'attitude de Klay Thompson, Come on, c'est la bro. même que t'as avec Tom Charavino à Lowe's Factory. Voilà. Exactement la même, moi. Moi, j'aime beaucoup Klay Thompson, j'aimerais toujours Klay Thompson. Là, je trouve que j'ai perdu mon gars, c'est tout. Laisse-le changer d'environnement. Dès qu'il il sera transféré dans une bonne équipe, en tout cas où il sera utilisé comme il faut, tu verras que sa fin de carrière sera super. Ça serait un bon sujet dans la libre antenne. Moi, je pense que c'est fini, malheureusement, pour Klay En Thompson. tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé au-delà de l'écriture, qui est toujours très haut niveau. Enfin, il prend pas 50 millions la saison non plus, Klay Thompson. Erwan, elle n'a pas été inspirée. Ça arrive même au plus grand, Erwan. non, je Tu ne l'as te écrit permets. quand? Tu l'as écrit ce matin, ça Mais pas du tout, je ne te permets. Mais qu'est-ce qu'ils veulent Je l'ai écrit hier soir, tranquille. C'est juste à cause de Megan, en fait. On a entendu ta dernière phrase, là. T'es un peu jaloux, quoi. Jealous guy. Non, par contre, c'est ce que je dis, je suis heureux pour ce mec-là. Après, c'est un Sa fin de édito carrière très est pas centré, bonne, mais ses fins de journée doivent être géniales. C'est un édito Bing, très centré sur les femmes, par contre. Tu mets la clé dans la porte, tu rentres, tu fais on s'en fout de shooter à 30% en prenant plus de 7 par match. bah ça, tu tu vois. branles ça. Tu vois, Tu rentres, ça sent le chili con carne, on t'a fait à manger, tu te mets dans le canapé peinard, c'est génial. Je suis pas sûr qu'il réfléchisse comme ça, Klay Thompson. Il met la clé dans la porte, il ouvre la porte, il dit j'ai fait 1 sur 10 à 3 points, je pense qu'il est pas bien, gros. Qui monte sur la balance parce que c'est toi le premier qui m'a dit qu'il avait pris un petit peu C'est possible. d'épaisseur. Ouais, je trouve un petit peu renforcé. Voilà. Ça sent la bonne émission, en tout cas. Exactement. Allez, avant de se lancer dans le sommaire, parce qu'il y a plein de choses où il n'y aura pas Klay Thompson, mais il y aura d'autres choses à raconter. On va passer sur les annonces, comme d'habitude. Lundi, NBA Classic Game à 22h, avec le chef-d'œuvre de Nikola Jokic, 61 points, 10 rebonds, 10 passes. Ça, c'était en 2025 face aux Minnesota Timberwolves. Et on vous le propose, ce match-là. C'était pas il y a si longtemps que ça, mais en tout cas,
Qu'est-ce qu'il y a, Steph, encore? Il a rien à dire, ouais. Ah, calme-toi. Il est sérieux, lui Le chef-d'œuvre de Nicolas Jokic, c'est C'était il y a cool. pas En plus, si c'est dans le longtemps. thème aujourd'hui. Exactement, c'est dans le thème, puisqu'on va parler des Nuggets, on verra ça dans le sommaire, mais c'était un match que j'ai commenté avec Thomas Laroukis. Ah, c'est Rudy qui défend en plus dessus. Tout à fait. Pas que, mais bon, de toute Oui, façon, bah, là, il je pense était sur le qu'on terrain, aurait pu mettre n'importe qui sur lui. Il était dans un grand soir et la fin de match, on s'en souvient, ou pour ceux qui s'en souviennent pas, restez bien jusqu'au bout, notamment les fans de Russell Westbrook. Belle dingue. Demain, on est vendredi, et vendredi midi, c'est Offense. Un vendredi sur deux, vous le savez, on a tourné le 4e épisode. C'était autour de Zinedine Zidane. Peut-on critiquer Zizou? C'est la grande question qu'on s'est posée avec Tom Serravino aux manettes, Thomas Dufan et donc Mehdi Maizi qui a fait sa première dans Offense. Quand tu veux, toi, tu vas nous voir sur Offense. Hein. Oui, quand vous voulez, vous changez le jour de tournage. Ah bah, d'accord, Ouais, c'est comme ça que ça va marcher en fait. Excuse-nous, Nicolas Sarkozy. Le gars, c'est un ouf, le J'aurais mec. dit Jules César, mais que chacun son Les truc. deux marchent, hein. En tout cas, rendez-vous midi. Quelqu'un qui a critiqué Zidane Ah Hein non, bah on s'est posé on la se pose la question. question, est-ce qu'on peut le critiquer? Il y a des critiques qu'on peut émettre. Voilà. Tu regarderas l'émission, tu nous diras. C'est bien. Ah, il y a eu des imitations, hein. Non assumées dans l'émission. Hein. Pas aussi bien que celle-là. Hein. Pas aussi bien que celle-là. L'équipe de France, on le sait, c'est la fenêtre internationale en ce moment. Ils joueront demain du côté de Rouen. Ils joueront aussi du côté de la Finlande. Voilà le programme de l'équipe de France. On vous a mis Mathieu Strazel en photo, qui ne jouera pas le premier match demain à Rouen, puisque les joueurs de Euroleague arriveront que pour le match en Finlande. Ça va être 2 matchs assez différent. La Belgique, il y a beaucoup d'absence. C'est une équipe qui va pas ressembler à grand chose. Par contre, la Finlande, pas cadeau d'aller jouer là-bas. Bah, c'est Julien Maillet qui coach quand même la Belgique, donc ça va être cool de le voir. C'est son premier match en tant que sélectionneur. Tout à fait. Ça va être cool, très bien. C'est à Rouen, c'est cool. Donc si vous êtes là-bas et que vous croisez Erwan, n'hésitez pas à lui demander un maximum de selfies. J'y vais, ouais. Pour Tout faire à quoi fait. J'y vais, je veux voir le match de l'équipe de France. Mais toujours, Erwan, il se déplace pour voir les équipes de France. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en tout cas, ce sera sur Beansport pour ceux qui ne seront pas dans la salle. Il est malade, Je sais celui-là. pas quoi te Tu vas dire. comment Hein En Tu vas voiture. en voiture. C'est à T'as une côté. voiture, toi Ouais. Il loue une voiture. Je loue une voiture, tranquille. Il est en famille en plus. Voiture du club. En tout cas, c'est diffusé sur Bean et c'est Jacques et Rémi au commentaire. Exactement, Donc, donc tant qu'à voilà. faire, ça c'est la bonne nouvelle. Hein, les matchs d'équipe de France dispo sur Bean. Parfait. Allez, on va se plonger dans le sommaire de l'émission. On va commencer comme d'habitude avec les news, puisqu'il y a une fin de série du côté des Pistons qui sont inclinés hier soir à Boston dans un super match d'attaque avec une énorme fin de match, notamment de nos amis Jalen Brown et Derrick White. Jalen Brown, justement, on reviendra sur une histoire qui est sortie. Il a failli quitter les Celtics. Les Wizards qui gagnent un match, Steph Curry qui se blesse. Et puis, on aura une petite surprise sur la dernière news. Ah Restez oui. bien avec nous, puisque First Team, cette semaine, a été parfaitement représenté. Le débat, on ira sur les Nuggets. On n'en a pas parlé beaucoup sur ce début de saison, mais les Nuggets, qui étaient l'un des grands favoris de Thomas en début de saison, sont plutôt bien placés. Est-ce que les Nuggets peuvent faire trembler OKC? Ça sera le débat de cette émission. On fera une petite palette sur un joueur que j'aime beaucoup, toujours, tu sais, cet attachement pour les postes 4, on m'a tout faire. Bel athlète, Jalen Johnson, qui a pris le lead du côté des Hawks, pardon. Tu te revois en lui un peu. J'aurais aimé. 7 pas décisif de moyenne, non, c'est pas Erwan Abotrat. Oh, mais de toute façon, moi, je n'ai aucune qualité. Non, avec- non, tu n'as aucun crédit. T'as Moi, une je n'ai qualité, aucun crédit, c'est pas qualité. pareil. Écoute, je vais inviter Paul Lacombe parce que hier, Paul Lacombe est venu jouer au basket avec nous. Oui. Et on a joué contre lui. Et lui, au moins, il a dit je m'attendais à pire. Pas merci, Paul Ouais, Lacombe. c'était un drôle de compliment. Alors, on embrasse Polo, évidemment. Heureusement pour Paul Lacombe, joueur de Nanterre 92, 15 ans de carrière en Pro A, heureusement que c'était pas filmé hier. Parce qu'aujourd'hui, il aurait pu passer dans le top 10 first team, hein, je te le dis direct. Pourquoi Avec ce qu'il a pris dans la gueule, il a pris des moves, il a pris des TG dans la gueule. Erwan, De qui heureusement pour lui que c'est pas filmé. Moi, il m'a De fait qui beaucoup courir, par contre. Non, mais attends, il a gagné largement, ça c'est un autre débat. Pourquoi c'est plus filmé les terrains sur le Bah, ils sont en train de changer tout le dispositif, ce sera en 4K c'est pour, avec du son. c'est pour ça que la semaine dernière, il n'y avait pas l'embrouille de Il n'y a pas eu d'embrouille. Erwan, Thomas Il y a Il n'y a Charvino. pas eu d'embrouille, Tout à il y a fait. eu un chambrage un peu appuyé, c'est tout. Tout à fait. On est passé à autre chose en 30 secondes. Toi, oui. Mais oui. Bon, en tout cas, Paul Lacombe nous a régalé et de jouer avec un professionnel à l'activité, ce qui est très rare pour nous, eh bien, ça montre à quel point on est vraiment Alors très déjà, très bon, les pros retraités, c'est pas cadeau. Mais alors les pros en activité, mon gars, tu le suis sur les pics droite-gauche, finalement il change, je sens balle. Oh la vache, au bout d'un match, j'étais bleu marine déjà. Oui. On a été vaillants. On était digne. Steph aurait été fier. Enfin, il est jamais fier, mais il Non, aurait jamais peut-être. fier, là. Il aurait pu dire bravo quand même. Il est jamais fier. Non. Non, il dit jamais bravo de toute façon. Incroyable, Ça va être une belle incroyable. émission encore. Et on finira donc avec un quiz et on essaiera de se rattraper tous, collégialement, de se rattraper. Vous aussi, parce que vous avez une part de responsabilité Oui, sur la Mais semaine t'inquiète dernière. pas, on l'a dit, on le sait. Oui. On le sait. Dans les Brantons, on a sait, fait l'autre, il est amende là d'honneur. une fois par mois, il vient mettre des coups de pression à tout le monde. Ça promet une très belle émission, justement. C'est le moment de se lancer avec les news.
La grosse affiche de la nuit hier soir, c'était les Celtics qui recevaient les Detroit Pistons, invincibles depuis 13 matchs. Eh ben les Pistons ne sont plus invincibles puisque les Celtics ont réussi, pas l'exploit, mais la belle perf en tout cas, de faire tomber Detroit 117-114 donc au TD Garden. Et donc on a vu un énorme Derrick White, notamment 27 points, 7 rebonds à 6 sur 11 à 3 points et surtout une fin de match où il a mis des énormes tirs, bien suppléés par les 33 points, il me semble, de Jaylen Brown. Steph, c'était un gros match de la nuit. On a vu les Celtics dominer, on a vu les Celtics souffrir, mais on a vu les Celtics s'imposer dans une fin de match. Les Celtics qui ont eu une énorme adresse à 3 points, 20 tirs à 3 points, ça te permet de voyager quand même loin sur un match comme ça. On a vu des Pistons qui... Pour moi, les Pistons ne font pas un mauvais match. Ils sont dans la continuité des 13 matchs qu'ils gagnent auparavant. Ça me fait mal au cœur que ce soit Kate Cunningham qui coûte le match pour aller en prolongation parce qu'il loupe un lancer franc. Il fait 14 sur 16 sur l'intégralité du match. Malheureusement, il loupe le lancer franc. On lui donne 3 lancers francs milieu de terrain. On lui donne 3 lancers francs milieu de terrain. Mais bon, pour le coup, il joue bien le coup. Il joue bien le coup, comme ça se fait aussi. Et en Euroleague aussi, même. Ça m'insupporte d'ailleurs, ces fautes-là. Les mecs qui vont se jeter dans les bras pour. Bref. Mais j'ai trouvé que c'était un match de très haut niveau. C'est une belle victoire pour les Celtics avec des garçons qui sortent un peu de nulle part. Ce Brian Schmamaman qui met 13 points en sortie de banc en 30 minutes. De sa deuxième année pour lui. Je crois qu'il est arrivé l'année dernière du côté des Celtics, mais c'est vrai que ça fait du bien à cette équipe des Celtics qui, je vais pas te dire qu'elle était devenue une équipe lambda d'NBA. Si, tu peux le dire. Oui, ventre mou. Il y avait plus cette crainte en fait de jouer Boston parce que Jason Tatum est pas là et c'est une équipe qui fait moins peur. Jaylen Brown a été énorme. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs puisque ça fait partie du programme de l'émission, lui qui devait partir. Mais c'est pas une contre-performance de Détroit. Ils font un bon match de basket. Il manque un peu de soutien. Kate Cunningham manque un peu de soutien au scoring. Malgré tout, j'ai trouvé Celtics fort. Derrick White est très fort. Jaylen Brown assume son statut de leader. Et puis je lui dis, quand tu fais 20 sur 43 à 3 points, en général, t'es pas loin de prendre le match quand même. On sait que Keita était blessé. Ils ont starté avec Luka Garza et Jordan Walsh qui a un super début de saison. Qui fait un très bon début de saison, qui défend, mais ils sont quand même un peu à poil. Les Celtics. Mazzulla qui a beaucoup bouleversé son 5 de départ. C'est Josh Minott qui a beaucoup démarré sur le début de saison. Mais il lance pas mal de mecs aussi. Il lance pas mal de mecs et on est toujours dans cette volonté de shooter à 3 points. Et en tout cas, on a l'impression qu'il met les mecs en confiance, même des joueurs qui jouaient pas l'année dernière, qui jouent très peu. Vas-y, joue mon grand. Et en tout cas, ça s'est plutôt bien passé hier pour les Celtics. Donc, belle fin victoire. De série surtout. Fin de série. Ouais, fin de série. 13 victoires d'affilée pour les Pistons. Vous avez tous vu l'info. On va quand même le redire. On va le montrer surtout en tableau. 13 victoires pour les Pistons. Égal titre à la fin de l'année. 2003-2004, c'était la dernière fois que c'est arrivé. Ils sont allés au bout, évidemment. Et puis les Bad Boys l'avaient fait en 89-90. Donc voilà, si vous avez de l'argent à mettre sur Winamax, c'est maintenant qu'il faut envoyer. Erwan hier à Clutch a dit qu'il avait mis 15 balles. Mais Steph... Non, je rigole. Non, mais rigolez. Mais Steph, j'avais une question à te poser par rapport à cette conférence S du début de saison. On a l'impression que c'est plus ouvert que jamais. Et quand on voit les Celtics qui sont finalement plutôt en place des deux côtés du terrain. Au niveau dans un match comme ça, superstar, est-ce qu'en finalement on a l'impression qu'à l'Est tout est possible? Moi, je sais pas qui va remporter cette conférence. Voilà, je sais pas qui va remporter cette conférence parce que tu l'as dit, Cleveland sous-performe par rapport à la saison dernière où ils ont fait une saison régulière exceptionnelle, mais Cleveland reste une belle équipe de la conférence Est. Les Knicks sont un peu up and down, tu les connais mieux que nous et parfois ils t'énervent cette saison. Détroit s'est positionné en tant que favori. Détroit s'est positionné pour être en fait le leader de cette conférence Est sur la saison régulière. Mais ce match-là, il rebat un peu les cartes parce que on a beaucoup dit les Pistons ont eu un calendrier ultra favorable. Alors favorable ou pas, ils ont pris des matchs, mais ils ont joué contre que des mecs blessés, les Hawks, les Pacers, les machins. Tu fais 13 victoires d'affilée. Premier gros test de la conférence, bien sûr. Non, mais crédit à eux. Ils se sont positionnés comme les favoris. Premier gros test à Boston, dans un gros match, tu perds. Donc, est-ce que ça, sans dire qu'ils ne sont plus favoris, ça donne des pistes. Après, c'est une défaite. T'es pas dominé. T'es pas concassé sur tous les postes de jeu. Mais l'équipe en face, elle est. Attendez. Oui, hier, à Boston, c'est un match NBA Cup. En plus, c'était dans le cadre de la NBA Cup. Hier, pour moi, les Pistons dominent la majeure partie de la rencontre avec un grand Kate Cunningham, tu l'as dit. Et puis ensuite, il tombe sur deux mecs en feu sur une fin de match. Il s'offre un money time qui gère pas si bien que ça. Mais en tout cas, hier, Détroit, il gère mal le money time. Mais encore une fois, tu sens que c'est quand même une équipe qui est en place et qui a beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est en place et surtout, c'est une équipe qui domine sous le panier. Je crois qu'il y a encore 26 rebonds offensifs. Jalen Duren est une machine à rebonds. Mais quand tu prends des rebonds offensifs, quand tu vas sur la ligne, tu provoques des fautes, ça te permet, dans le paysage de l'NBA, d'être bon, d'être performant. Quand tu as un go-to-guy comme Kate Cunningham, c'est une équipe qui, au rebond offensif, elle est dangereuse, mec, parce que tout le monde y va. Beaucoup d'athlètes, même les postes 3, Tobias Harris, il va mettre son nez au rebond. C'est une équipe qui est pénible, ils ont des deuxièmes chances. Après, tu trouves que c'est une contre... Alors, l'équipe de Celtics, il y a beaucoup d'absents, certes. C'est pas une contre-performance d'aller perdre sur le terrain de Boston. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit de cette manière-là. Premier test, là, après cette longue série, ils perdent. Voilà, c'est juste une information. Fail. Ça donne...
Oui, bah, c'est pas très grave, je te dis pas qu'ils vont descendre en Ligue 2 l'année prochaine, ils y sont déjà de toute façon en Ligue 2, mais juste, à un moment donné, je vois juste les faits, et d'ailleurs la NBA Cup, il y a déjà une équipe qualifiée, c'est les Raptors, on imagine qu'OKC va y aller, on sait que les Lakers vont y aller. Là, pour le coup, en perdant ce match-là, les Pistons, qui sont parmi les belles équipes du début de saison, eh bien, ils passent deuxième dans le groupe B face au Magic. Enfin, avec le Magic qui passe premier. Donc, on sait que c'est les dates qu'on met, sur lesquelles on fait une croix, qu'on coche, merci, dans le début de saison. Et cette équipe de Détroit, moi, je les attends dans un Final Four, même si c'est plus à Vegas, hein, d'ailleurs, je crois. Hein. Maintenant, c'est le meilleur bilan, va recevoir, je crois, la finale, là, la finale de la NBA Cup. Ah, c'est plus à Vegas? Je crois que c'est plus à Vegas. Hein. T'es sûr à combien de pourcents? Bah, je l'ai lu, donc je peux te dire que je vais regarder. D'accord. Pour être sûr. Mais en tout cas, ce sera mieux pour l'ambiance, pour le coup. Déjà, ouais. On fait un petit point donc, sur la conférence Est, puisqu'on parlait que c'était plus ouvert que jamais. Premier Détroit, deuxième Toronto, troisième Miami. Voilà, Miami, on est là. Miami, ils font pas de bruit, ils sont là, gros. Donc, on se dirait, voilà, il reste encore beaucoup de temps, mais pourquoi pas cette année une énorme surprise avec une équipe qui reach les finales NBA. Pour terminer rapidement sur cette conférence Est, en play-off, mec, premier qui joue 8e, qui sort du play-in, ça sera pas cadeau, parce que même des équipes, peut-être que Philly va être un peu meilleur, même si le début de saison est plutôt correct sur les épaules de Tyrese Maxey. Quand Giannis va revenir, les Bucks, ça va être pénible. Très curieux de voir ces play-offs de la conférence Est, parce que ceux qui ont dominé la saison régulière, pas cadeau les équipes qui vont jouer au premier tour. Hein. Moi, j'ose imaginer malgré tout qu'à partir de janvier, va y avoir une hiérarchie un petit peu plus logique qui va se dessiner. Il y a beaucoup d'équipes qui sont encore en train de se chercher. Souvent, les équipes en place, souvent les équipes en avance, ben, ça se sent au bout jusqu'à Noël. Et puis après, je pense que ça se régule. On verra ça en tout cas. Tu penses que Toronto va pas rester là-haut, c'est ça que tu veux dire? Non. Je pense que Toronto finira aller au mieux top 6. Okay. S'ils sont directement au premier tour, ça sera bien. Sur la durée, j'ai du mal à croire. Mais on verra. Peut-être que je me trompe, ça m'arrive régulièrement. C'est bien encore à Las Vegas. Hein. Ah bon. Encore à Las Vegas. C'est pour ça que je t'ai demandé. Je l'ai lu, je me suis fait... Non, mais tu sais pourquoi? Parce que il y a 2 jours, je parlais avec Nico Batum, et je lui disais, putain, vous êtes premier en NBA Cup, c'était avant de jouer les Lakers avant-hier. Il me dit, le petit week-end à Vegas. Il m'a dit, ouais, ça serait cool. Et en fait, que lui me dise, le petit week-end à Vegas serait cool, c'est pour ça que ça m'a mis un doute. C'est toujours à Vegas, du coup. Erwan a eu la chance d'y être l'année dernière. Steph, faut les consulter. Hein. Si tu t'es fait piquer par un moustique, il faut avoir un docteur parce que là, c'est bleu et gros. Hein, donc, c'est itch 2. Jean-Yves Lafesse, tu te rappelles quand tu avec le petit doigt? Exactement. Paix à son âme. On va rester avec Boston puisque cette semaine est sortie une conférence de presse de Jaylen Brown qui, avant de signer son énorme contrat, a failli quitter les Celtics et on va prendre 3 déclats pour un petit peu recontextualiser les choses. Et voilà ce que nous a confié Jaylen Brown. Il y a eu des moments où les choses étaient difficiles à Boston. Je ne sais pas combien de fois ils m'ont mis dans des discussions de trade pour n'importe quoi. Il y avait toujours quelque chose. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de partir. Je suis talentueux et je pense pouvoir scorer à chaque match à un très 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 haut niveau. Mais on ne m'autorisait pas à évoluer de la même manière que certains. Parce que j'ai un rôle différent. Certains, on a compris qui c'était. Hein. C'est qui, Jason Tatum? Oui, tu sais, soit qui, pas Luka Garza. Hein. Non, mais en fait, moi sur cette déclat, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs que Boston a fait passer avant Jaylen Brown. Kyrie Irving, Kemba Walker, même Gordon Hayward. Quand il est arrivé, il avait un statut qui était différent de Jaylen Brown. Mais rappelez-vous des débats, même ici on en a fait énormément. Est-ce que le binôme Tatum-Brown est fait pour continuer ensemble et pour aller au bout? On s'est beaucoup posé cette question-là. Et finalement, tout le monde, même à Boston. Ouais, et finalement, Jaylen Brown confirme ce qu'on a dit en fait. Oui, mais par son travail, par sa qualité de jeu, par son éthique, il a montré qu'il s'est rendu indispensable en fait avec les Celtics. Et moi je trouve ça beau en fait. Après des déclats comme ça, être resté convaincu par T-Mac et être champion NBA, je trouve que l'histoire est belle. Tu veux me manger ma dernière déclat. Donc c'est T-Mac en fait qui a joué un rôle important dans le choix de rester pour Jaylen Brown du côté de Boston. T-Mac m'a dit de rester. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il avait choisi de quitter Toronto pour devenir le T-Mac qu'il s'imaginait être. Sauf qu'il m'a dit de rester, que j'avais l'opportunité de gagner. J'ai été surpris et je n'ai jamais oublié. Même dans les moments durs, je veux gagner avant tout. Bah, ça se tient. Après, disons-le honnêtement, rester aux Raptors fin 90 et être à Boston aux années 2010-2020, c'est difficilement... Voilà, exactement, c'est pas comparable. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de l'état d'esprit de Jaylen Brown. À un moment donné, quand tu es un joueur NBA, le but, c'est de t'accomplir d'abord. Évidemment que les titres sont hyper importants, mais tu n'as pas toujours la chance d'être dans un projet qui t'amène au final NBA chaque année. Pour le coup, quand tu es au Celtics, tu vas toujours dans les finales de conférence. À partir de sa draft, avec Isaiah Thomas, enfin le petit, il était déjà dans les espoirs d'aller en finale NBA. Donc, il faut aussi accepter parfois
avec beaucoup d'humilité, d'être moins considéré que d'autres pour après prendre une revanche. Et c'est exactement ce qu'a fait Jaylen Brown, ce que tu disais il y a quelques instants. Il a parfois été critiqué, parfois été mis dans les rumeurs de transfert. À la fin, c'est lui qui est MVP des finales. Exactement. C'est ça qui est dingue. Le retour de Boomerang, il est ultra positif pour lui. Il signe un contrat exceptionnel. Oui, bah, il a signé, l'année d'après, Jason Tatum a signé encore plus, mais bon, c'est aussi ça, quand tu restes dans ton équipe qui t'a drafté, c'est pas les mêmes sommes que lorsque tu pars. Faut prendre tout ça en ligne de compte, mais j'ai trouvé ça, comme toujours pour Jaylen Brown, très intéressant et d'un point de vue intellectuel, très intéressant. Mais aujourd'hui, c'est clairement un mec qui aura son maillot retiré, on imagine. Et là, on voit à quel point il est fort aussi. Un des visages de la franchise. La blessure de Tatum, c'était aussi voir comment Brown allait être en numéro 1. Bah, on le savait, mais juste, il confirme à quel point c'est un mec qui aurait pu être plusieurs fois le NBA First Team. Tu vois, il paraît pas loin d'être meilleur scoreur de la NBA. Et c'est marrant que ce soit T-Mac qui lui fasse cette réflexion-là. Un garçon qui a souvent, même sur sa fin de carrière, cherché à avoir une bague à tout prix. D'ailleurs, il termine avec les Spurs. Avec les Spurs, il perd en finale. Ouais, il perd en finale. Et je trouve ça bien qu'il y ait des anciens qui ont peut-être plus de recul que lui, de recul sur peut-être que lui, il a fait des erreurs, T-Mac, dans sa carrière, et de se dire, attention, mon grand, ne fais pas les conneries que moi j'ai voulu faire en allant à droite, à gauche, peut-être prendre plus d'oseille, ou en pensant que c'était mieux et que j'allais gagner, alors que toi, tu es dans un projet, comme Thomas l'a dit, une franchise qui est quand même stable, qui est bien, où il y a des bons dirigeants, t'as une équipe autour. Fais attention, peut-être que ton heure va arriver et elle est plutôt bien arrivée d'ailleurs. Pour éviter de finir comme Klay Thompson. Enfin, ça, c'est Erwan qui le dit. Oui, et puis de toute façon, Jaylen Brown prendra un édito dans 2-3 ans. Bah, bien sûr, voilà, bien sûr. Quand il sera à Sacramento avec Maxime Reynaud. Voilà. Si je commence à me faire critiquer sur mes éditos, je pense que je vais remettre en question toute l'existence du First Day Show. Mais bon, plutôt que des moqueries de bas étage et faciles, allons sur la très bonne nouvelle de la semaine. C'est quoi ? C'est que les Wizards ont gagné un match. Ouais, bravo. Qui s'en bat les couilles ? Les sorciers. 132-113 victoire donc face aux Hawks avec un très bon Alex Sarr, 27 points, 11 rebonds. Bilal a mis lui 9 points. Et surtout, c'est CJ McCollum, vous le voyez, qui a mis 46 points. Il était temps quand même pour cette équipe, c'est bien quand même de récupérer des matchs, de gagner, parce que apprendre en prenant que des roustas, c'est quand même assez terrible. Bilal, ça fait 3 ans qu'il est à NBA, enfin, c'est sa 3e année. Il a jamais été dans une équipe qui gagnait des matchs, qui avait l'ambition de gagner plus de 15 matchs. Ouais, donc, et c'est pas avec cette victoire que ça va changer quelque chose. Non. Donc bravo à eux quand même d'avoir gagné cette rencontre. Pas bravo à Atlanta qui s'est fait détruire quand même assez largement. Alors, mais c'est une catastrophe. Mais en fait, c'est la honte. L'équipe est rincée et pourtant elle est bien meilleure que l'année dernière. C'est quand même assez dingue. Alors, non mais c'est fou. Moi cette équipe m'intéresse pas, mais elle m'intéresse parce qu'il y a 2 Français, Alexandre Serre et Bilal Koulibaly, et qu'à chaque fois quand t'arrives. Keyshawn George aussi. Oui, les Suisses. Oui, d'accord, mais il a joué à l'étendard de Brest, son père. Oui, d'accord. Tu peux avoir un lien, Steph, direct avec son d'accord, moi je m'en bats les couilles, la carrière de Keyshawn George. Il est suisse. Mais en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que moi, je me projette sur les équipes de France et les compétitions internationales. Et voir que les gamins comme ça, où ça fait 3 ans, où ils gagnent 15 matchs par an, ça ne nous rend pas service pour l'été, pour l'équipe de France, pour le maillot bleu, où il y a des matchs à enjeu tous les soirs pour se qualifier. Ils apprennent pas ça, et moi, ça me gave, en fait. Voilà. Mais tu veux qu'ils fassent quoi, en fait ? T'as entièrement raison, je pense que personne ne va te contredire. Mais tu veux qu'ils fassent quoi ? C'est la logique de la NBA. Ils sont nuls pour l'instant. Le but, c'est d'être meilleur à terme. Tu veux qu'ils fassent quoi ? Ils vont pas demander leur trade. Oui, mais d'accord. Mais dans ces cas-là, prenant en considération quand on compose l'équipe de France et que si Bilal et Alexandre Sarr sont là à la Coupe du Monde 2027, prenons en compte que c'est des joueurs NBA, mais le logo NBA ne fait pas que tu es un joueur dominant dans les compétitions européennes. C'est pas parce que Bilal joue 25 minutes et qu'Alexandre Serre joue 30 minutes qu'ils vont arriver avec l'équipe de France et qu'ils vont rouler sur l'euro. Oui, on l'a vu à Riga, on l'a vu. Mais pourquoi ? Si on détache un petit peu les deux profils, Bilal vit des moments difficiles, sa blessure, son évolution, etc., elle est pas comme on imaginait. Là, qu'est-ce que tu veux reprocher au début de saison d'Alex Sarr ? Il est performant, il est même dominant sur certains matchs. Je vois un mec en pleine évolution. Je l'ai vu même être bon avec l'équipe de France. L'année dernière, avant sa blessure, contre la Slovénie, il est excellent. Bon. Il est excellent. Il a mis deux alley-oops, il a mis 3 contre. Je sais, mais pas non plus. C'est juste que. Qu'est-ce qu'on attend de ces gamins de 21 ans qu'ils arrivent, qu'ils prennent le lead? Oui, mais ce sont des gamins qui sont amenés à avoir des rôles essentiels en équipe de France. Dans 5 ans. Et ils l'auront, moi je pense qu'ils l'auront. Après, je suis d'accord avec toi, mais c'est le système NBA aussi qui fait que tu te retrouves dans des équipes minables où tu ne gagnes pas, où on travaille de manière assez curieuse, j'ai l'impression. Mais déjà, les voir sur le terrain et les voir avec un rôle, ils sont déjà bien mieux lotis que certains qui ne jouent même pas. Que 80% des autres. Ouais. 80% des autres. Donc, non mais en vrai, on est d'accord avec toi. Enfin, en fait, t'as raison. Pour l'équipe de France, on est d'accord. C'est un problème, mais c'est dur de leur tomber dessus à eux pour ça. Eux, ils essaient de se développer, ils jouent. Et encore une fois, franchement, si on arrive à dissocier Alex de Bilal, ce qui se passe avec Alex dans ce début de saison, moi, je vois un mec
qui dans 3-4 ans peut être un vrai très bon joueur de NBA dans une bonne équipe. Ça, on est plutôt d'accord, rassure-moi. Je l'espère. Je l'espère aussi. Écoute, en tout cas, Keyshawn George, qu'est-ce que vous voulez dire, ce Keyshawn C'est la George? famille. Rien, C'est le plus suisse de nous tous en plus, franchement. c'est vrai. Oui, d'accord, mais là, en fait, là, je voulais parler de l'équipe de France. C'est pour ça que Oui, Keyshawn George, ça m'intéresse pas. La Keyshawn Suisse, George, surtout qu'il joue avec le Canada, en plus. Oui, Il joue tout à même pas fait. avec l'équipe de Suisse. Ah, il joue avec le Canada. Oui, Ouais, il a il a choisi fait le la Canada. fenêtre, Son là. père est canadien. Ouais, c'est vrai, ouais. ça. Son T'as père raison. est canadien. Passeport suisse, ouais. Voilà. Dommage de pas jouer avec la Suisse. Mais il fait son choix. Parce qu'avec le Canada, est-ce qu'il va jouer un Mais jour? en tout cas, il a joué, il a été bon. Il est bon lui aussi. Lui, il fait une très bonne saison. Pareil, dans ce marasme un petit peu où ça gagne pas de match, je suis quand même. Avec Bob Carrington. Mais en tout cas, CJ McCollum était content de cette victoire. Il croit quand même encore au futur de cette équipe-là. Il sait qu'il travaille et que. Il est content, CJ on n'a pas la McCollum. décla. Il est content, Bah, CJ tu vas voir, McCollum, tu dans la vois. décla qu'on a prise, elle est loin. D'ailleurs, t'as mis tes lunettes, c'est toi qui vas la lire. On l'a pas la décla? J'ai l'impression que sur le filage du chronique. Je vais la prendre parce que tu parles pas dans le micro. Bah si. Ah voilà, là fais-le alors. On travaille tous les jours, on fait les choses comme il faut, même si on n'a pas toujours les résultats derrière. L'intention est là, la préparation aussi. À un moment, ça finit par se traduire sur le terrain. On devrait probablement avoir 7 ou 8 victoires, mais on va continuer à apprendre. T'es vraiment un comédien incroyable. Hein. Pour Florent, non? Pour Florent. Stephen Brun de la Comédie Française. Un peu sérieux. Allez, on continue avec une mauvaise nouvelle puisque l'hécatombe de blessures continue. Cette fois-ci, c'est du côté des Warriors. C'est Steph Curry qui est touché. On le voit ischio-jambier ou quadriceps, on ne sait pas exactement. C'est la 37e blessure cette saison au mollet ou ischio-jambier. Steph, et Thomas, j'ai envie de vous poser une question. C'est une blessure musculaire, voilà, c'est ça qui est Est-ce surtout qu'au important. bout d'un moment, on n'est pas en train de trop tirer sur les mecs? Le basket a changé. On court vite, plus vite. On stoppe haut, plus haut. On enchaîne les matchs. Non, mais le rythme est incroyable. Est-ce qu'à un moment donné, on joue trop et on ne protège pas assez les joueurs? Écoute, c'est le grand sujet du moment en NBA où on essaye un petit peu de tout analyser, le pourquoi du comment des mecs se blessent. Je trouve aussi qu'on est beaucoup plus précautionneux qu'il y a 15-20 ans. On protège peut-être trop, à mon sens, les joueurs pour un petit pépin. Et on le voit avec Victor Wembanyama qui apparemment a juste une élongation au mollet et on prend soin de lui. On ne veut pas le relancer trop tôt. Moi, je sais pas. Oui, ça joue plus de possession. Oui, les mecs sont plus athlétiques. Oui, ce que vous voulez. Mais moi, ça m'emmerde de voir des mecs sur le côté, alors qu'à l'époque, Jordan et compagnie s'envoyaient des 80, 82 matchs. Est-ce que c'était pas le même basket? Oui, Jordan, est-ce qu'il avait pas 1m20 de détente et qu'il était tout le temps en l'air? Oui, mais les mecs, Aussi, ils jouent en marchand, Steph, sur les années 90. Pour le coup, on adore, c'est notre génération. Quand nous, on a la chance de commenter des matchs. peut-être que les mecs sont pas suffisamment bien préparés pour jouer ce basket-là aussi, alors. Quand tu sais que le basket a évolué, pourquoi sur les training camps, sur les préparations, pourquoi tu fais pas en sorte que tes mecs soient équipés à jouer ce basket-là? Moi, je vois depuis 15 ans les joueurs qui se sont quand même tous affûtés, qui se sont tous devenus plus affinés, plus qu'affûtés même. J'ai l'impression que les corps se sont adaptés à ce basket d'aller-retour, de rythme et de pace fou. Mais maintenant, le corps a peut-être aussi des limites. 82 matchs. Comment t'expliques que Nikola Jokic, qui n'est pas le corps le plus athlétique du monde, ne loupe jamais un match? Comment t'expliques que Shai Gilgeous-Alexander ne loupe jamais un match? Devin Booker ne loupe jamais un match? Parce qu'il y a des mecs qui sont plus résistants que d'autres. Ça, pour le coup, c'est une réalité. On n'est pas tous égaux. De toute manière, moi, mon souci de tout ça, c'est que la solution, elle est simple. Il faudrait arrêter les 82 matchs. Je veux dire, on est tous d'accord là-dessus. Oui, mais c'est injouable, ça. Non, mais le problème, c'est qu'on vient Tu remets tout en cause? Non, mais surtout, ils viennent de signer l'énorme contrat. On vient de rentrer dans l'énorme contrat à 70 milliards. Donc on a la problématique du sport global, Exactement. En fait. Dans le foot, on a le même problème. Rugby, Le souci, c'est que aujourd'hui, je suis fan de basket. Mon équipe du coin a 41 matchs à domicile. Admettons que je sois abonné. Je vais voir les 41 matchs à domicile. Là, aujourd'hui, ma star, j'ai 50% de chance qu'elle ne joue pas, en fait. Ça, c'est un gros souci pour la NBA. Parce que même si on est tous d'accord, le jeu va plus vite, les préparations des mecs n'ont jamais été aussi hautes, il y a que des trucs positifs à raconter, le constat, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de blessés. Et je parle des stars, là. Je parle pas des blessés random. Là, les Trae Young, les machins, les tendons d'Achille, Tatum, Lillard, Haliburton. En fait, les stars sont sur le carreau. Donc, nous, on veut protéger quoi? Le spectacle, le niveau sur le terrain. Donc je crois quand même que la NBA doit avoir une réflexion. Protégeons les joueurs un maximum, réduisons cette foutue saison, quitte à gagner moins d'oseille. Parce que le but, c'est que les gars jouent. Les blessures ont toujours existé, mais d'avoir un nombre croissant de stars blessées, ça doit t'amener à la réflexion qu'il faut ralentir. T'es obligé, en fait. On a surtout l'impression qu'aujourd'hui, personne n'avance l'argument de dire gagnons moins d'argent, mais protégeons nos gars. Aujourd'hui, c'est au contraire. C'est plutôt même l'inverse. C'est gagnons encore plus d'oseille, plus de matchs. J'ai l'impression que les franchises protègent leurs gars, justement. Peut-être un peu trop. Alors qu'on n'est pas sur les mêmes considérations financières qu'à l'époque de Jordan et compagnie. Aujourd'hui, les mecs, le moindre pimpin, ils gagnent 30 millions la saison. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Et on n'a pas envie que les mecs qui ont 30, 40, 50 millions à l'année, on les expose trop
parce qu'ils ont un petit pépin, une petite douleur au mollet. À l'époque, les mecs, ils avaient... Tu jouais blessé tout À le l'époque, temps. les mecs, ils Tu jouent le sais, ça. blessés, gros. Ils T'as joué jouent blessé blessés. toute ta vie, toi. Ah oui. Donc Ah oui. aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop d'enjeux financiers et que t'as pas envie de perdre le mec pour plus longtemps. Donc dès qu'il a la moindre alerte, hop, on t'arrête, par précaution. Ça, c'est logique, on est d'accord, non? Prenons l'exemple de Victor. Il a un physique hors norme. Il a jamais fini une saison de sa carrière. Il y a un problème au mollet. Ouais, mais si on tu part- le mets sur le côté. Ouais, mais si on part de ce En principe-là, NBA. ça veut dire que sur les 15 années de Victor Wembanyama, chaque saison, il va y avoir ça, en fait. Bah, tant que son corps ne sera pas prêt à faire les 82 matchs, oui. Non, mais c'est un constat. Je te donne même pas mon avis, c'est un constat. Moi, je suis les Spurs, bien sûr, je les mets sur le côté. Je vais pas prendre le risque que mon joyau, il se fasse le truc à 21, 22 ans et qu'on le voit pas pendant un an. Enfin, les gars, rassurez-moi, je suis fou là où? Non, mais ça tient, il y a une peur. Et surtout avec tout ce qui vient se passer et le name dropping que tu viens de faire de mecs sur le carreau et sur le carreau pour toute la saison quasiment, bah effectivement, ça fait réfléchir. Mais c'est une vraie impasse par contre. Hein. C'est une vraie impasse entre l'oseille proposé, le rythme des matchs, le rythme dans les matchs et le constat qu'il y a la moitié des équipes qui n'ont pas leur meilleur joueur, leur joueur le plus payé. Je crois même que c'est plus que les stars d'un point de vue jeu. C'est parmi les 25 plus gros salaires de la NBA, il y avait genre, je sais pas, il y a 12 joueurs qui ne jouent pas les matchs, qui ont déjà manqué beaucoup de matchs. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, hein? Nous, on Tu sais, peut rien faire moi, malheureusement. je propose qu'on passe à la prochaine news. Oh non, même pas ton avis et tout, je suis un peu déçu. Non, mais mon avis, moi, c'est que on est dans un entre-deux de. Il y a la NBA, en plus, qui a été avec le nouveau contrat Amazon, avec des milliards, on parle de chiffres complètement fous, qui veut absolument de plus en plus remplir les grilles. Donc, il faut continuer les 82 matchs, parce que ça remplit quand même bien la grille et ça donne au public beaucoup de choses, que ce soit dans les salles ou à la télé. Mais qu'en même temps, les franchises, eux, ben, ils font la différence, c'est qu'ils prennent plus de risques parce que le rythme est trop élevé et qu'il y a trop de matchs. Donc, on protège les joueurs. Donc, tu as une espèce de deux entités importantes que sont les franchises et les diffuseurs qui sont dos à dos, en tout cas dans leur manière de gérer les choses. Ouais, c'est sûr. Donc, Sachant en fait, que là, on parle que de la saison régulière. Parce que quand il y a un blessé pendant les playoffs, on fait tous la gueule. Hein. Ah bah Tu vois, c'est ça, c'est le truc, c'est vraiment la chercher dans le cake. ça change tellement la narrative Bah à oui, chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Écoute, Non, mais c'est une impasse, Après, honnêtement. Et l'impasse aussi, elle est que si tu passes de 82 à 72 matchs, tu te rends compte de tout ce que tu enlèves comme paramètres historiques des Bien stats. sûr, bien sûr, c'est bah oui. C'est Ah, catastrophique. mais bon, en fait. voilà, c'est pour que le jeu aille mieux, continue d'aller bien plutôt. Voilà. Pas simple. En tout cas, je sais pas si la saison NBA sera réduite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Starting Five n'aura pas de saison 3, Aïe, 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 les aïe, amis. aïe. Pourtant, on avait plutôt adoré les 2 premières saisons, surtout la deuxième. Mais là, du coup, ça s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent. Ouais, Et c'est ça- décevant. C'est décevant. C'est Je sais pas, décevant. nous, on a grandi et on adore ce genre d'inside. Ah, vous avez kiffé ça Ouais, moi, la saison 1, j'avais détesté, j'avais pas trop aimé. Saison 2, j'ai pris mon pied, hein, je me suis régalé. C'était bien, parce que t'as 5 personnages, on va dire, intéressants, qui racontent des trucs, d'avoir James Harden qui parle de la night et de ce qui s'est passé à OKC. Pour moi, c'est une plus-value, tu vois, par rapport à notre métier, par rapport au fait d'être fan de basket. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas la suite, parce que c'est bien produit, parce qu'il y a des inside. Il y a trop de. Voilà. C'est cool, en fait, c'était Ouais, cool. mais c'est trop de cancan en dehors du basket. Pas assez de basket inside. Bon, on s'en pas fout assez du de- basket, on le voit déjà toute l'année. Moi, je veux Ouais, avoir moi, je veux des du contenu, inimitiés, moi, je veux du contenu des- dans le vestiaire, je veux du contenu des bah, coachs, il y en a des quand machins. Moi, je m'en branle que chez Gigus Alexander, il rentre chez lui et dans sa Oui. villa de 350 mètres carrés, qu'il fait Dans sa sa demande en vie de mariage à dressing. sa femme et tout ça. Non, mais ça, t'as raison. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Non, mais il y a une frontière entre les deux. Entre apprendre des choses, tu vois la vie de KD, bah, tu comprends qui il est, quoi. Le gars, il est là, il a juste sa mère qui dort sur le canapé, il joue au basket, on le savait, mais là, je l'ai vu, ça m'intéresse. James Harden dans la night, j'apprends qu'il a un enfant, je me dis, putain, attends, en fait, on connaît absolument pas ces Les mecs-là. enfants, ouais. Voilà. Sa femme, elle a franchement, couché aussi, là. James Oui, Harden. mais Le tout à Starting fait, Five tout à là, fait. sur James Harden particulièrement était ultra intéressant parce que c'est un mec sur qui on avait quelques clichés, les strip clubs, la night. Confirmé, on va dire. Ouais, le confirmé. Confirmé. Mais là, pour le coup, là, il dit des choses qu'on l'avait jamais entendu dire, son départ d'OKC, sa vie personnelle. Donc franchement, on s'attache presque à James Harden hors terrain sur ce passage-là. Mais en tout cas, ça en dit long aussi. Les gens ne prennent plus le temps de s'installer, de regarder, de découvrir un peu plus les joueurs. On passe à autre On chose. va vite. Bon, écoute, on dit ça au moment de la sortie de Stranger Things saison 5. On verra si ça marche. Tiens, en parlant de Stranger Things, il s'est passé quelque chose d'étrange aussi cette semaine. C'est la First Team de basket en 3-3 qui est allée gagner le tournoi Île-de-France des entreprises. Tu veux de l'inside, Steph? Non, je m'en bats les couilles. Ah ouais, non, attends, mais tu vas oh sauver là ton là, langage. ça va pas la tête. Et regarde, on va là de l'inside parce que First Team s'est brillamment imposé sur le tournoi mardi soir à la Hoops. En Tournoi e-sport. des entreprises D'où 3-3. ça va pas la tête. Ton nom d'e-sport. Bon, arrête. Oh.
Et voilà, bravo à nos amis. Donc, ils iront à Bordeaux pour disputer Normalement, le titre de espère. champion de France. On espère en avril. C'était marrant, les 5% du taf et les 95 autres, parce que Thomas Laroukis a simplement détruit le tournoi. Petit shout-out à Tom Servino, qui met quand même des paniers, même quand il fait marcher. Et ça, c'est mon Tom, ça, c'est exceptionnel. Tiens, regarde Yanis à gauche qui a filmé tout ça. Bravo à Aymen, à Tom, à Jérém et à Thomas Laroukis. Ils sont partis pour gagner. Ils ont détruit le tournoi. Apparemment, il y a même eu des... Mais c'est qui ce Babtou? Il est trop fort! Apparemment, ils ont dit ça sur Thomas Laroukis. Bah, le mec, il était pro en même temps. La méconnaissance du basket, moi, ça me rendra toujours fou. Le mec, il est pro, il vous a détruit. Bah oui, les mecs, ils sont beaucoup plus forts que nous. Hein. On va vraiment faire 10 minutes sur une équipe qui a battu les opticiens Atoll et la caisse d'épargne. Attends, il y avait des avocats, il y avait des ingénieurs et il y avait la police. Ils ont gagné contre la police. Ils sont énervés un peu, les opticiens. À la fin, ils ont fait « Mais il y a faute à Atoll !» N'importe quoi. C'est la pub Atoll. Ouais, merci, j'ai compris. Allez. C'était pas Antoine qui faisait les pubs Atoll. Exactement. Atoll. Allez, et là, du coup, on va partir dans le débat. On n'en a pas parlé depuis le début de saison quasiment des Denver Nuggets. Voilà, mais les gars, il y a le point qui commence à 23e saison. Je pensais que c'était l'émission pour les Lakers. Non, c'est le Lakers Thursday Show. La disproportion des commentaires. Et on vous aime pour ça, on a tout lu, les gars. On a tout lu. On vous dit. Donc on va parler des Nuggets cette semaine, parce qu'on n'a déjà pas parlé depuis ce début de saison. Il n'empêche que Denver, comme Thomas l'avait annoncé, plus que les autres, Denver est un sérieux concurrent au titre cette saison. Tu le disais même dans les previews que tu les voyais peut-être plus en place, plus armés qu'OKC cette année. Je n'étais pas spécialement d'accord avec toi. Il n'empêche que leur début de saison est bon, que leur intersaison, je le dis, je le répète, a été l'une, si ce n'est la meilleure cet été. On retrouve de la profondeur, on a un coach Adelman qui est en place. Puis surtout, on va commencer avec le bilan de cette équipe-là. C'est une équipe, on l'a dit, en place, qui gagne des matchs. Et surtout, on a un Nikola Jokic qui est, c'est fou de le dire, après la saison qu'il vient de faire l'année dernière, qui est encore plus fort que l'année dernière, on a l'impression. Je sais même pas si c'est possible, on va voir ça en stats, on va comparer par rapport à d'autres saisons où il a été MVP. Nikola Jokic est encore une fois, Steph, sur une nouvelle planète. Il a déclenché un nouveau monde. Oh, j'ai plus de qualificatifs pour quand on parle de ce garçon-là. Pourcentage. C'est indécent. C'est indécent, les chiffres. Le pourcentage est monstrueux quand on sait que il prend beaucoup de tirs, il joue beaucoup de possessions. Micro, Steph, s'il te plaît. Micro. Mais je sais pas, que veux-tu rajouter sur Nikola Jokic, mis à part que c'est le meilleur joueur du monde. En fait. On va pas débattre, ça c'est sûr. On va pas débattre de là-dessus. Il fait tout, il met des tirs à 3 points. Le jeu en post-up, t'as l'impression que ses mains étaient déjà exceptionnelles, mais là il a encore la nouvelle version des mains de Nikola Jokic. C'est qu'en fait on a l'impression qu'il repousse encore les limites. Il a banalisé en fait ce genre de choses et que. Alors il est déjà 3 fois MVP, c'est ça? Oui. Et qu'on a du mal à. Parce qu'il est déjà 3 fois MVP, on a du mal à dire il va être 4... Mais en fait, il va y être, en fait. Parce que je vois pas comment... Qui va l'empêcher? Peut-être chez Gilgeous Alexander. Les trois, ils sont 3. Mais là, il est devant encore. Mais il est déjà devant, moi, à 20 matchs joués en NBA. Il est monstrueux. Et encore une fois, son rayonnement pour lui-même, mais son rayonnement pour les autres, même si... On y reviendra, il y a quelques joueurs qui, je pense, devaient être meilleurs avec Nikola Jokic. Il fait la pluie, le beau temps, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Il est monstrueux. Alors, il est très exigeant parce que je pense que lui aussi, sur son air de... Je m'intéresse pas forcément au basket, c'est pas ma passion. C'est du mytho. Mine de rien, il a quand même envie de marquer l'histoire de la Ligue. Et pour ça, il faut être champion NBA une fois de plus. Et que le temps arrive vite pour lui. Il a quel âge? 30, 31? Il avait 29 ans, il doit avoir 30 ans, je pense. Hein. Donc, à un moment donné, sa fenêtre de tir, elle va peut-être s'échapper. Et que lui, il est pressé. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des déclats aussi où même si le bilan de début de saison est bon, lui, il n'est pas satisfait. 30 ans, il a 30 ans. Ouais. 31 en février. On va la prendre la déclat pendant que Thomas, tu vas donner ton avis sur Nikola Jokic, même si on est tous unanimes. On va voir, Nikola Jokic, il est pas spécialement satisfait de ce début de saison. Tu vas prendre la déclat parce que Tom l'a pas envoyé et que je suis trop loin. Je pense que notre bilan ne reflète pas la réalité. Je pense que nous ne sommes pas si bons. On doit être bien meilleurs si on veut réaliser de grandes choses. Avoir le sens de l'urgence pour les rebonds, le sens du bon placement, être meilleur tout simplement. Alors avant de revenir là-dessus, moi j'ai pas l'impression qu'il soit meilleur. Hein. Je pense juste il a atteint son niveau maximal depuis 2 ans et qu'en fait on est juste en train d'assister au mec le plus régulier en saison régulière, sur son poste, dans l'histoire de la NBA. Voilà, peut-être que Will Chamberlain, que je pourrais mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire que il a des meilleurs stats. T'étais pas né, oh. Non, mais oui, mais il est meilleur dans les stats. Il a pas la ref. Ah non.
Mine de rien, alors la progression. Non, la je pense que c'est le la progression. Son équipe est meilleure. C'est pour ça que le pourcentage change. Son équipe est meilleure. Donc quand ton équipe est meilleure. Son équipe elle est vraiment meilleure. Son équipe est vraiment meilleure. On y reviendra après si tu veux. Mais je pense qu'on est tous d'accord. C'est le meilleur joueur du monde et tout. Pour moi, aujourd'hui, Shai, je le mets MVP avant lui, malgré le triple-double. Je pense que 10 triple-doubles sur 17 matchs joués, c'est une prouesse exceptionnelle. L'année dernière, c'était déjà une saison unique et historique. Il va faire peut-être encore une nouvelle saison historique. Mais je suis habitué. Et c'est pas dire... T'es habitué, c'est pire que t'es blasé quand même. Je suis absolument pas le blasé, je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Mais en fait, c'est son niveau. Il va gagner d'autres MVP. Mais on l'attend tellement ailleurs qu'en fait, le débat, on s'en fiche un petit peu. Steph, juste pour finir sur Jokic en personne, c'est que dès qu'on regarde un match de Nikola Jokic, c'est toujours un bon match de basket. Moi, je suis toujours fasciné. Tu vois ce que je veux dire? On envoie des matchs, on s'emmerde. Oui. Tu regardes un match de basket avec Jokic, c'est forcément un bon match de basket. Il t'emmène sur d'autres paramètres où on l'a vu, on a eu la chance de le voir cet été à Riga, mais il y a des choses qui fait que même si c'est un match où il y a un blowout de 25 points, ce garçon-là te permet de faire kiffer le match, c'est-à-dire par des passes qui sortent de nulle part, par son touch, et je reviens encore une fois, mais dès qu'on parle de Jokic, j'ai jamais vu des mains aussi fiables que ça, près du cercle, tous ces hook-shots, main droite, main gauche, il ne loupe pas en fait. T'as l'impression que c'est des tirs faciles alors que c'est des tirs compliqués, cette lecture de jeu, son body language aussi qui est un peu curieux, parfois t'as l'impression qu'il est cramé, mais il est pas cramé. Tout rouge. Il est tout rouge, t'as l'impression que c'est un mec qui est out of shape, alors que non, finalement. Pas du tout. Pas du tout, même si des fois tu le vois les mains sur les genoux. Il fait des choses, la science du jeu, le bon play au bon moment, la bonne passe, il voit tout en fait. Et le jeu de Denver est basé autour de lui, sur des coupes, des jeux sans ballon et tout ça. Dès qu'il y a une opportunité de passe à faire, dès que tu te loupes en défense, tu loupes une rotation où tu as une demi-seconde de retard, il y a un mec qui est parti, sanction. C'est 2 points. Ou si tu triches aussi. Il voit les tricheurs, il voit si tu essayes de tricher un peu. Il voit tout, mec. Dès qu'il a le ballon, et c'est ça ce qu'on apprend en gamin, dès que tu prends le ballon, la prise d'information autour. Lui, même avant de recevoir le ballon, il a déjà ces informations-là sur qu'est-ce qui va se passer quand le ballon va être dans ses mains. Et c'est toujours un spectacle fascinant de faire des focus sur Nikola Jokic quand il joue. Et ce qui est plaisant aussi avec Jokic, on l'a dit peut-être il y a 2 semaines, vous vous souvenez du match face aux Clippers. Vous avez déjà fait encore les Nuggets il y a 2 semaines. Ouais, on fait souvent les mêmes équipes, les bonnes en général. Dès qu'on parle des Wizards, c'est pour dire qu'on s'en fout en général. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que tu vois les stats bruts, le triple-double, waouh. Tu regardes le match, tu fais, mais en fait, là, il a mis 41 points, il a détruit les mecs au scoring. Donc, le basket est quand même un sport de duel. Les stats et l'impression visuelle. Tout à fait. Le basket est un sport de duel. Si tu le laisses en 1 contre 1, il ne peut pas se priver de mettre 50 sur ta tête. Il n'est pas tout le temps que dans la passe. Face aux Clippers, il a réglé les comptes avec Zubac, qu'il avait plutôt bien défendu en playoff l'année dernière, on s'en souvient. Là, il a dit... Puis ils n'ont pas voulu venir doubler et il les a... Un peu à 90 styles, tu vois, Charles Barkley. Exactement, il les a bien détruits. Parce que souvent sur Jokic, on dit « Ah, c'est un mec, il est altruiste, il fait des passes. » Oh, s'il peut prendre 30 tirs dans un match, il peut prendre 30 tirs dans un match. Et quand il est à droite comme en ce moment, avec adresse à 3 points, il se prive pas, toujours dans un style d'ailleurs. Alors là, la nonchalance de son tir à 3 points, tu sais, il s'en fout qu'il y ait un mec qui vient... C'est tellement nonchalant que parfois, il est tellement nonchalant que ça peut faire des feintes de tir aussi, parce qu'il monte tellement doucement, et le mec, non, il va pas tirer. Ah bah si, il va tirer, donc après il se dit « Ah bah là, il va tirer, je saute », et puis finalement, il part en dribble. Il est affreux en fait, Il est affreux. Jokic, il est accessoirement, donc, pour un altruiste, 6e meilleur scoreur de la Liga. C'est pour le bras, tu fais. À quasiment 30 points par match. Alors, bon, Nikola Jokic, même si on se répète, on adore chaque fois en parler, mettre en lumière son espèce de jeu, de QI basket, enfin bref, les mots nous manquent. On sait que même avec un joueur comme ça, aussi fort, ça suffit pas pour gagner. Il faut qu'autour... Ça roule plutôt pas mal. L'année dernière, ça n'a pas bien roulé. Et le premier joueur sur qui on a un focus autour de Nikola Jokic, parce que quand il gagne, il est très bon, c'est Jamal Murray. Et Jamal Murray, depuis que les Nuggets ont été champions NBA, ça coinçait un peu pour des pépins physiques. Il est passé aussi au travers, notamment l'année dernière sur le match 7, on s'en souvient, face à OKC. Et cette année, Jamal Murray, il est ni plus ni moins dans la meilleure saison statistique de sa carrière. Ça devrait normalement l'envoyer pour la première fois au All-Star Game. Et ça, c'est peut-être l'une des meilleures nouvelles pour les Nuggets et pour Nikola Jokic. C'est la meilleure nouvelle pour les Nuggets, t'as raison, Erwan. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'est enfin préparé, qui est arrivé en forme au training camp, et qui commence... Pas blessé déjà. En forme, voilà, t'as raison. Ni blessé, il est à 100%, le gars, ça se ressent, même dans ce qu'il dégage physiquement. On parlait de Klay tout à l'heure pour rigoler. Là, je vois un gars qui est in shape, son visage, etc. Et surtout, qui, dès les premiers matchs, fait sentir au groupe, fait sentir aux observateurs, bah en fait, je suis là pour dominer. Et Nikola Jokic, aussi fort soit-il, t'as raison, il aura toujours besoin d'une équipe, mais d'avoir un lieutenant qu'il connaît par cœur, qui soit capable de close des matchs, d'être bon dans le jeu à 2, parce que le basket, c'est une affaire de jeu à 2 dans les fins de match. Et Jamal Murray et lui sont tellement forts là-dessus que s'il est en forme, donc s'il conserve
cette forme en ce moment, il va aller au All-Star Game, ce qui sera, pour la première fois de sa vie, ce qu'on attendait depuis le début. Un accomplissement total. Donc la meilleure nouvelle pour Denver, malgré Aaron Gordon et sa blessure, malgré Christian Brown, c'est que Jamal Murray enchaîne les matchs, les bonnes performances, qu'il est bon aussi à la passe et qu'il a retrouvé des jambes. Donc oui, bon. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord là-dessus. Oui. Et je suis très content qu'en 2024, on joue le Canada avec ce Jamal Murray-là, la France en quart de finale, parce que sinon, c'est pas la même. On l'a vu, c'était une pâle copie de Jamal Murray. Et d'ailleurs, il a souffert beaucoup de cet été-là où il était blessé, où il est passé au travers. Il a eu beaucoup de mal à revenir. À revenir. Plus d'un an, c'est énorme. Ouais, clairement. Et là, d'entrée de jeu sur le début de saison, tu l'as senti, il a des cannes. Il a des cannes parce que dans sa percussion, pour aller vers le cercle, dans ses appuis, ses prises de... il monte au Tomar aussi. Rappelle-toi à Paris, mais qui prenait des jumpers à 2 à l'heure, où il avait des appuis de vieille, en fait. Oui, un peu, tu sais. Ouais. À un moment donné, j'ai froncé les sourcils face au Canada. Pour moi, c'était pas Thomas Dufan qui jouait. Et là, tu le sens prêt, même défensivement. Tu sens qu'il est là, il se met des bugnes à bugnes sur les extérieurs adverses. Mais Jokic tout seul, aussi fort soit-il, ne peut pas emmener cette équipe-là au titre sans de forts joueurs à côté. Jamal Murray en est un, je pense qu'il va en falloir d'autres. Et je suis pas sûr que ça soit suffisant. Alors, justement, les autres, c'est Aaron Gordon, qui est clairement, avec le départ de Michael Porter Jr., qui est devenu clairement la 3e option de cette équipe-là. C'était même démarrer la saison avec ça, 50, il a mis 50. Il a mis 50 en carrière, bon, ok. Bon, là, il est blessé avec Christian Brown, mais là, c'est peut-être les deux armes, vraiment, par l'expérience, par leur vécu, et même par leur impact sur l'équipe. Alors, ils sont blessés jusqu'en janvier, 2 janvier pour Aaron Gordon, 9 janvier jusqu'à Christian Brown. C'est des grosses blessures, hein. Ouais, c'est des grosses blessures. On n'est même pas encore en décembre. Mais il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'après, parce que ces deux joueurs-là sont des maillons aussi essentiels dans la construction vers le titre de cette équipe. Moi, ma crainte, je vous le dis honnêtement, c'est que Aaron Gordon, c'est pas la première fois qu'il a un problème musculaire. Et que tu dis, il vaut mieux que ça arrive maintenant. Moi, je pense que, au vu de sa masse musculaire, quand il se fait mal, il met beaucoup de temps à revenir et parfois même, il se répète. On se souvient l'année dernière du match 7. Il peut pas blesser, c'est une blessure musculaire qu'il a. Il est bon quand même. Non, parce qu'il est trop fort. Mais aujourd'hui, c'est le 3e meilleur joueur. Mais c'est peut-être. Il faisait mal au cœur d'ailleurs. Bravo. C'est Kaiser Soze qui met 20 points. Moi, il y a 2 matchs qui m'ont tué sur des mecs blessés. C'est Anunoby quand il joue. Il tire à 3 points. Il tire à 3 points. Il joue 3 minutes, il sort. Mais sors-le, tu vas le tuer. Et Aaron Gordon est derrière en match 7. Allez, blessures comme ça de cuisse, ça. Donc, moi, c'est c'est un point d'interrogation sur la suite de la saison. S'ils reviennent tous les deux à 100%, Christian Brown, j'ai pas trop de doute, mais Aaron Gordon surtout. Ok, très bien. Mais il faudra surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Voilà. Il n'empêche qu'on se souvient l'année dernière, Mike Malone, quand même, quelques matchs avant les playoffs, se fait couper. 3 matchs. Et c'est David Adelon qui reprend avec cette volonté de dire... La vision de Mike Malone, on n'en veut plus. Nikola Jokic sur le terrain, on est une très bonne équipe. Nikola Jokic sur le banc, on est une équipe de N2. Non, quand Nikola Jokic est sur le terrain, on est la meilleure équipe de NBA. Et quand on est truc, on est 28e. C'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Donc ça, c'était l'une des grands axes de travail de la part des Nuggets. On a l'impression aussi qu'avec le travail fait cet été, la profondeur de cette équipe-là, aujourd'hui, c'est un problème réglé. On va pouvoir le voir en tableau. Aujourd'hui, quand Nikola Jokic va s'asseoir, c'est mieux. Les Nuggets, c'est quand même beaucoup mieux. C'est mieux parce que... Tiens, je te prends après ce truc. Juste ça. Offensive rating, quand Nikola Jokic n'est pas sur le parquet, l'année dernière, il était à 104. Et donc, la différence entre offensive et défensive, ils étaient à -3 de net rating. Donc, c'est une équipe qui prenait 10 points en moyenne par match quand il n'était pas sur le terrain. Là, cette année, ils ont réduit l'écart. Donc, ils sont bien meilleurs en attaque. Maintenant, ils sont qu'à 3 points de différence, 3 points de différence quand Nikola Jokic n'est pas sur le terrain. Donc, l'équipe a progressé factuellement. Mais l'équipe a progressé parce que tu as un garçon qui est Valanciunas, qui est backup de Jokic, et quand il est sur le terrain, on lui donne des ballons post-up et on le laisse stabilise le truc. Et on le laisse faire sa petite tambouille, soit pour du face-up. Et encore une fois, on parle de Riga, mais ce sont des garçons qu'on a vus cet été. Et Valanciunas nous a régalé. Regarde ce qu'il fait, Steph. On va s'arrêter là-dessus. En 12 minutes. En 12 minutes, il fait 8 et quasiment 5. Parce qu'on l'utilise. T'es sur le terrain, mon grand. On va pas te prendre comme un sous-fifre à faire des écrans et des pick and dive et compagnie. On va te maximiser là où t'es bon, c'est-à-dire prise de position intérieure, comme avec la Lituanie, alors avec plus de responsabilité avec la Lituanie, ballon post-up, régale-nous. Alors face-up, tire, face-up, il enfonce, ou face-up, passe à l'opposé. Et donc, le peu de temps qu'il est sur le terrain, Valanciunas, je vais pas dire l'option numéro 1, mais on va te donner des ballons pour que tu fasses quelque chose. On les a même vus jouer ensemble avec Jokic. Exactement. Aaron Gordon s'est blessé, il a mis les deux, on fait, attends, il se fait un kiff. Oui, écoute, ça me fait plaisir. J'aime bien. Bruce Brown aussi, en sortie de banc, et là, on connaît ses qualités, on sait qu'il c'était un maillon essentiel de c'est redevenu un joueur de basket. C'est redevenu un joueur de basket, il s'était un peu perdu, il a l'impression que c'est un joueur de basket que quand il joue avec Jokic et avec Denver.
Maintenant, on n'a pas Peyton Watson aussi. Peyton Watson, c'est qu'énergie, font des choses. Même si là, avec les blessures, c'est un Spencer Nelson qui start. On sait pas qui c'est, donc. On sait pas qui c'est. Deuxième année, je crois, aux Warriors. Maintenant, il y a un garçon aux Nuggets. Il y a un garçon qui, pour moi, doit être meilleur. Et qui, normalement, quand t'es avec Jokic, et quand t'as les qualités de ce garçon-là, tu dois être que meilleur. Et pour l'instant, je suis un peu déçu. C'est Cam Johnson. Gros. Alors, Cam Johnson, il a une qualité de tir. Oui. Quand t'as Jokic dans ton équipe, normalement, tu dois avoir galette sur galette pour mettre dedans. Et je trouve que, je reste sur ma faim sur Cam Johnson. Et c'est normal. Regarde les stats. Il n'y a même pas à 10 points par match pour l'instant. L'année dernière, il était à 18. Avec les Nets, ça vaut ce que ça vaut. Il sort de 2 matchs. Convaincant. 20 points, 18 points sur les 2 derniers games avec les Nuggets. Parfois, dans le malheur des blessures, ça permet à d'autres de s'épanouir un petit peu plus et de prendre des responsabilités. Blessure d'Aaron Gordon, blessure de Christian Brown. Donc, du coup, c'est lui le 3e meilleur joueur du 5 majeur, un peu logiquement. Les Nuggets ont besoin que ce gars-là soit à 13, 14, 15 points en l'absence des 2 mecs. Donc, c'est aussi à lui de se faire un petit peu violence. On est tous un peu d'accord pour dire il s'est bien fondu dans le collectif. Oui, mais il a un peu décevant dans les stats. Il a cette tendance un peu frustrante, parce qu'on connaît ses qualités, de laisser les choses s'effacer un peu naturellement, alors qu'en fait ils ont besoin de l'inverse. Les Nuggets, il faut qu'ils se montrent plus. On connaît les qualités de ce mec-là, même si t'es l'année dernière honnête. Ça fait longtemps. Moi, le Cam Johnson de Phoenix, ça fait un moment que je l'ai pas revu. Après honnête, sans ambition collective, il montrait quand même des qualités. Là, en fait, pour moi, il y a un écart trop important entre ce qu'il produisait au Nets et ce qu'il produit avec les Nuggets. Regarde, match contre Memphis, 37 minutes, 18 points, 6 sur 10 et 6 rebonds. Sacramento, 37 minutes, 20 points, 7 sur 11, 5 rebonds. Oui, gagner perdu, c'est un autre débat, on peut en discuter, mais en tout cas, dans la production d'un mec comme ça, de l'attente de nous là, il est dans ce qu'on veut, tu vois. Mais je trouve que ce garçon-là, que je trouvais merveilleux quand il était à Phoenix, il a toutes les qualités en tant que joueur de basket avec Nikola Jokic pour tout arracher en fait. Ouais, c'est-à-dire que et je pense qu'il peut être meilleur sans ballon, parce que quand on voit ce que fait Aaron Gordon dans le dos de la défense et compagnie, lui, je pense qu'il peut être capable de le faire aussi. Alors ça, il a jamais joué dans des équipes comme ça, mais à un moment donné, fais-toi un peu violence pour justement profiter. Peyton Watson aussi, dans le jeu sans ballon, lui bénéficie de plein. Il met plein de paniers faciles. Ça fait longtemps qu'il joue avec lui. Ça fait longtemps. Donc il y a peut-être des automatismes à trouver avec Nikola Jokic, mais quand t'as un passeur hors norme comme ça, mec, fais en sorte de te trouver dans les bonnes fenêtres, de donner du mouvement, tu vas avoir des points faciles. Est-ce que ça t'inquiète? Parce que regarde Aaron Gordon, ce qu'on a dit de lui avant, et regarde l'évolution qu'il a eue. Ça c'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'Aaron Gordon... Est-ce que Cam Johnson, il peut pas avoir aussi, je sais pas, avec le temps, parce que moi, quand je regarde Cam Johnson, j'ai l'impression que c'est un mec qui est smooth, qui est facile, qui veut pas se faire mal, en fait. Je sais pas si tu vois ça. Aaron Gordon, j'ai l'impression que c'est pas le même profil. C'est un gentil garçon. Cam Johnson, il fait gentil garçon. Je suis ouvert, tu me la donnes. Ok, je vais prendre. Tu me la donnes pas, c'est pas grave, la prochaine. Tu vois, en fait, ça manque un peu des fois on a l'impression que c'est presque un joueur trop gentil, mais c'est toujours un peu cliché de dire quelque chose comme ça, mais on aimerait un petit peu un supplément d'âme. Mais quand ils le font venir, ils attendent quand même un joueur de qualité supérieure quand même. Il l'échange face à contre Michael Porter. Après, la réalité aussi, c'est qu'il y a Tim Hardaway Jr. qui est arrivé. Regardez comment le scoring. Alors évidemment, Nikola Jokic qui est à quasiment 30 points, Jamal Murray à 23, derrière joueur à plus de 10 points. 18-8 pour Aaron Gordon, 11-4 pour Christian Brown, 11-1 pour Tim Hardaway Jr., 9-9 pour Cam Johnson, 9-8 pour Peyton Watson, et Valanciunas c'était à 8-4. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Oui. C'est une excellente nouvelle, et je reviens à la ça peut expliquer pourquoi, quelque part, il est qu'à 10 points par match. Et ça va grimper, je suis sûr et certain que ça va grimper. Je refais le rebond par rapport à ce qu'il a dit, Nikola Jokic, sur ils sont pas satisfaits de ce qu'ils produisent. Bon, c'est quand même première attaque de NBA. C'est une équipe toujours plaisante à avoir joué. Je pense qu'ils ont lâché quelques matchs qu'ils auraient pu gagner. Moi, ce que je vois, c'est que le seuil, le minimum de cette équipe est très élevé. Alors après, on fera la comparaison avec OKC, on y arrive. Qui est encore plus élevé, leur seuil bas. Le truc de cette équipe, c'est la différence avec l'année dernière. Ils font 50 victoires avec un Jokic qui est omnipotent et un banc quasi inexistant. Rien qu'avec l'apport de tous les mecs qu'on vient de citer, avec des joueurs au-delà du trio majeur, des joueurs qui soient tous interchangeables, bons des deux côtés du terrain, fiables, émotionnellement stables, pour moi, l'équipe, elle gagne 3 points sur 20, tu vois, dans la perception, dans le potentiel que je les imagine en play-off. Justement, ils ont redressé un petit peu les manquements de la saison dernière. La question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, il est encore très tôt dans la saison. On voit qu'OKC, champion de titre,
surdomine encore, malgré l'absence de Jalen Williams, on dirait que le mec, il est pas là, alors que c'est leur deuxième meilleur joueur. Ouais, Jay Mitchell est aussi fort que Oui, Jalen c'est clair. Williams. Bon, bref. Donc, on voit Non, OKC. je rigole. On Tu voit- as vu d'ailleurs Jalen Williams sur une interview de la fin match, il était en civil, il a dit je suis encore un Ouais, joueur, ouais, je suis voilà. encore un joueur de Ils sont bons. Au question, on voit bien ça reste encore la meilleure équipe de la ligue. À quel point on situe Denver? Je sais que toi, tu les voyais presque plus forts qu'OKC. Alors, attends, je vais sur la redire ce que fin. j'ai dit, parce que toi, tu penses sur une série de playoffs, il est Voilà, tape. ça fait 3 fois que tu dis. Attends, Il remix un peu OKC. Bon. Non, J'ai un beau tweet. il ne défend pas ma pensée, je vais quand même la redire. Bonjour à tous, Sur la saison régulière, j'ai aucun doute que le Thunder soit numéro 1 de toute la NBA, même peut-être avec un écart sur Denver. Mais sur une série de playoffs. Sur une série de playoffs, avec ce que j'ai vu l'année dernière, vous allez dire ce que vous voulez, c'est pas la même saison et tout. Denver, comme je viens de le dire, est beaucoup mieux armé en profondeur et en qualité et en stabilité émotionnelle. Je les imagine taper OKC, qui, dans sa progression, sera naturellement plus fort, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi j'imagine c'est une Denver grosse gagner. take. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas C'est grave. gros, parce que J'espère voir la série. Parce que tu me parles de profondeur de Denver qui est bien meilleure que celle de l'année dernière, mais le problème c'est qu'elle n'est pas au niveau de la profondeur de Casey. Tout à fait. Et là, la C'est pas problématique grave. pour L'année dernière, ils pour sont Denver. 4 dans l'équipe, ils vont au 7e match. Là maintenant, ils sont 10. Donc j'ai envie de voir. Contre une équipe qui a gagné une bague NBA, Et voilà. contre bien une sûr. équipe qui Ouais, ouais. va récupérer Jalen Williams, contre une équipe où Chatham Graham est encore meilleur que Oui. et tous les joueurs sont meilleurs que l'année d'avant en fait. Mais comme, Elle est là, la comme pour problématique. Denver. Comme pour Denver. Attends, je suis pas en train de vous dire qu'ils vont gagner 4-0. Hein. Oui, non, mais je bien vous sûr. dis que si Non, j'ai mais- une pièce à mettre aujourd'hui, on verra le jeu des blessures, il faut que tout le monde revienne en forme et tout. OKC a de l'avance, c'est une évidence. Série de playoffs, on parle de basketball et pas de course, pas de brun, etc. Et pas Stephen. Et ben je pense que Denver va gagner. Je pense qu'en termes de basket, leur potentiel est plus élevé que celui d'OKC. C'est une tech. C'est une tech. Mais s'il y a un match 7, avec ce qui s'est passé l'année dernière, Ça sera OKC, j'imagine Denver Mais passer. c'est- Ouais, c'est- bien sûr. Par exemple, Denver est la meilleure attaque de la ligue, tu l'as dit. Donc, quelque part, sur le basket proposé, on peut te rejoindre là-dessus. Mais les c'est autres, vrai la meilleure défense. c'est- Attends, de toute voilà. façon, ils sont magnifiques. T'as- Je suis pas en train de dire qu'ils vont se casser la gueule. hein. de toute façon, écoutez, on vous a posé la question de toute façon de savoir si Ah, les tu penses Nuggets... quoi toi T'en penses quoi toi Non, ils disaient, Moi, je reste sur OKC. oui. Pour l'instant, sur... Ah, c'est trop impressionnant. Mais ils parce- sont magnifiques. et en fait, je préfère voir jouer le Nuggets Ah ouais au basket. Par contre, mais par contre, OKC, dans la dureté, dans cette espèce de je sors un mec, j'en mets un autre, il n'y a rien qui change. Il leur manque en plus leur deuxième meilleur joueur. J'ai l'impression que ces mecs, c'est presque des robots. Tu vois, c'est Yannick Sinner quoi. il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas d'humour. Il y a pas d'humour. Ça fait Paris, ils boivent pas d'alcool. Tu vois, ils sont là, ils sortent pas le soir. On est là pour jouer au tu vois, basket. on est là pour jouer au basket. quoi. Et Denver c'est Carlos Alcaraz, un peu Voilà. plus de fantaisie. Ouais, quoi, voilà. Ouais, un peu. En tout cas, on vous a posé la question de savoir si les Nuggets pouvaient faire tomber OKC. On se projette évidemment très tôt. Et il y a Balziken qui nous dit « Même avec les deux équipes au complet, ça semble irréalisable tellement OKC est en place en ce début de saison régulière. À l'image des Warriors et de Curry à l'époque, SGA joue même pas les quatrièmes cartons. Alors les playoffs, ils vont les allumer. En plus, ils auront l'avantage du terrain. OKC en 6, grand max. Come on, bro. C'est vrai que J'ai même pas dit que si Jamal Murray confirme sa forme, ça change toute la série quand même. Non mais, On aura l'occasion d'en reparler. tout à fait, mais il faut le dire. Denver apparaît comme le candidat le plus crédible pour faire tomber OKC, avec un Jamal Murray qui joue à son meilleur Voilà. niveau et qui est redevenu constant, des role-players qui complètent parfaitement le maestro Jokic. Ils ont toutes les armes en main pour répondre aux défis. Leur banc leur permettra aussi de tenir sur la durée et relever le défi physique que représente l'armada du Thunder. Si la rencontre a lieu, ça sera certainement la finale avant l'heure. On aime bien ça. Ça, la dernière phrase, il a tellement raison. Ben oui. Vraiment. Et on finit avec Dimitri Domar. Attends, Après sérieux. Après sérieux. Oui, au complet, les Nuggets ont le banc nécessaire pour affronter l'armada d'OKC avec Watson, Valanciunas, Hardaway et Brown en sortie de banc. Cela permet de doubler tous les postes et de gérer les minutes des titulaires durant la saison régulière. Si tout le monde arrive en bonne santé en avril, ils ont toutes les armes pour passer face à OKC, ce qui pourrait nous donner une série d'anthologies et un game set de légende. On en salive déjà. Dimitri, il relève un point important. Il parle de gérer les minutes. Mais pour le moment, Nikola Jokic, il n'est pas géré et il joue tous les matchs. Shai Gilgeous-Alexander, il joue un Ça, c'est quatrième carton tous les 3 matchs. Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, quand les playoffs vont arriver, j'ai l'impression que Shai va être quand même beaucoup plus frais que la star d'en face, qui est Nikola Jokic. Tu vois ce que je veux dire? La gestion d'OKC, il roule sur les matchs, en fait. Oui, il a Les raison, quatre- mais regarde, il y en a un qui joue 34-8, l'autre qui joue 33. On n'est pas non plus. Il n'est pas à 41 minutes de temps de jeu, Jokic. Enfin, tu vois, cet argument-là, pour moi, bon, il va arriver en forme comme d'hab. Moi, Jokic. C'est jamais le physique le problème. Ouais, exactement. Moi, Ouais, Jokic, on bon. le voit enchaîner les saisons. Ouais, Ça voilà. fait 5-6 ans qu'il enchaîne des saisons pleines, qu'il arrive en playoff. On dit jamais, oh, il est cramé. Non. Après, c'est un argument pour Shai. Ils sont tellement au-dessus qu'ils jouent pas les quatrième carton. Donc, il devrait être plus frais. Hier, il est malade, il met 40. Par contre, Heureusement. Qui peut défendre sur Shai Gilgeous-Alexander à Denver? Christian Brown, c'est son rôle, normalement.
Il est là pour ça, en tout cas. Je pense. Après, tu peux tenter. Il est là pour ça, les gars. Après, pour moi, tu peux tenter des choses sur Shea. Cam Johnson. Cam Johnson. Peyton Watson qui a des longs bras, qui est vide de jambes. Pourquoi pas envoyer Darren Gordon sur des séquences? Tu vois, où tu lui mets un peu... Après, ils sont grands, hein, oui. Donc moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus, tu vois. Quand tu joues grand, si tu décales tout le monde, t'es un peu dans la mousse. Darren Gordon, t'as besoin de lui au rebond, hein. Moi, c'est vrai. Mais Shea, moi, j'aime bien qu'on lui mette des mecs de sa taille, voire plus grands pour Nicolas défendre. Batum. Entre autres. Oui, bon. De toute façon, ce qui est bien, c'est que la série, on l'a déjà vu. Mais Et donc, moi, je veux cette rivalité. On la veut. Entre OKC et le Thunder, entre le titre de MVP que se dispute Jokic et Shea, la série qu'on a vue l'année dernière en 7, on veut clairement une histoire. On veut pas l'écrire avant, on veut juste la vivre. On reveut cette année une série entre OKC et les Nuggets. Ça serait le rêve et tout le monde au complet, évidemment. Deuxième tour de playoff. Et ça De l'autre côté, c'est les Lakers. Tac, les Lakers vont au bout. C'est merveilleux. Et pour ça, il faudrait que Denver termine le plus haut possible en saison régulière. Ouais, Ils sont passés en 3e ex-aequo avec les Lakers. Ils ont fini 4 l'année avec dernière. 13-4. Hein. Voilà, bon. Très bien. On va voir avec les cotes Winamax, justement, est-ce que la cote de Denver qui sortirait de la conférence Ouest et donc qui rejoindrait les finales, vous voyez les cotes. Évidemment, le Thunder est favori, mais juste derrière, c'est ce qu'on vient de dire, c'est les Denver Nuggets, suivis par les Rockets, c'est les Lakers. On est plutôt OK avec ça, les gars? Ouais, c'est tout à fait logique, voilà. Ça reste, donc, c'est la preuve que ça reste une tech, où les Warriors sont toujours très cotés, on sait pas pourquoi, mais bon, bref. Mais oui, l'idée que les Nuggets passent sur une série reste une tech. Ils ne seront pas favoris avant la série. Ça, il n'y a pas de souci. Ils n'auront certainement pas l'avantage du terrain non plus. Non, mais on a vu la saison dernière, dans le run de playoff, que l'avantage du terrain, finalement, n'avait pas moins d'importance que dans notre esprit avant. Là, t'as raison. Exactement. Vous savez, Winamax est notre partenaire depuis longtemps. Si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, nous on va continuer à s'amuser avec la palette. On va aller rendre visite à Jalen Johnson qui me régale les postes 4 comme ça, athlétique, vaillant. Ça me rappelle pas moi du tout, ni Steph Brun non plus, mais c'est juste un bon joueur NBA. Donc il méritait une palette. Chris Roche peut-être. Steph, avant de lancer Thomas sur la palette, c'est un poste 4, donc je me retourne évidemment vers toi. On aime bien... Arrête, je te vois vers ce que tu fais, arrête. On aime bien Jalen Johnson. Stéphane Brun, 45 ans, qui fait des blagues pipi caca. Père de famille responsable, il est terrible. Père de famille, oui, responsable. On aime bien Jalen Johnson? Ouais, on aime beaucoup. Ouais. Bon joueur. Très bien, on va voir ça en palette. Allez, on y va en palette, parce que Stephen a envie de parler de Jalen Johnson. Arrête. Enlève ça, s'il te plaît. Insupportable. Allez, Jalen Johnson. Prétentieux et insupportable. Prétentieux. Allez les gars, sauvez-nous, on n'en peut plus. Merci Léo. Oh la vache. Bon, Jalen Johnson, poste 4, Erwan le disait athlétique. Athlétique parce que ça. Oui, c'est un dunker exceptionnel. Action très simple, mais action où il n'y a pas de triangle sur le terrain. C'est tout l'intérêt de cette palette. On va voir toutes les qualités de dribble, de passe ensuite pour Jalen Johnson. Le pick and roll, où il est porteur de ballon, et ça arrive très souvent dans ce 5. Il passe partout qu'il est faux sur lui, gros. Il fait 1m45, le mec. C'est Colin Sexton. N'importe quoi. Jalen Johnson, donc, a l'intelligence de bien jouer le coup. Oui, Mal Bridges, à l'opposé, ce naze est complètement à la ramasse. Ça vient pas en aide. Qualité athlétique, qualité de pied, comme on dit chez les athlètes, pour aller tout arracher. Pointillé, gros. Pointillé, absolument. Bon, première action, Stephen. Moi, ce que j'apprécie là-dessus, c'est qu'il est porteur de balle comme un meneur de jeu. Classique. Ouais, et la lucidité, parce que le mec qui vient lui faire un pick and roll, s'il prend le pick and roll, il finit sur le banc de touche. Il finit sur le banc de touche. C'est le changement. Avec son coach, il fait un main avec son coach. Donc il a compris que bon, le spacing était pas très bon par là. Colin Sexton lui ouvre les appuis parce que lui, il anticipe la prise de pick and roll. Il vient attaquer le cercle, le défenseur net qui est en retard. Très mal défendu, oui. On est là pour montrer Jalen Johnson. Quand t'as 1m20 de détente, tu peux te permettre de prendre ton dernier appui au niveau des pointillés, de tout arracher. Mais tu vois que c'est un poste 4 quand même qui est pas
en panique quand il a le ballon en main, quoi. Non, tout à fait, c'est un truc qu'on a apprécié dès le moment où il a été titulaire à la place de John Collins, vous vous en souvenez, c'était il y a 2 ans maintenant. Deuxième action, on y va tout de suite ensemble, et je vous donnerai les stats exceptionnels de notre ami Jalen Johnson, qui est à 7 passes de moyenne sur ce début de saison, ce qui est énorme. Regardez cette vista, là, c'est clairement des passes de meneur de jeu argentin, j'ai envie de te dire, de Facundo Campazzo. Il y a du La bonne Pepe défense. Sanchez là-dedans. Bonne défense de Dyson Daniels, pléonasme, hein, donc derrière la projection de cette équipe des Hawks, Kuhn Snyder a envie qu'il court. C'est qui est d'évidence. au Congo, là, le grand. Tout à fait, tout à fait. Et la bonne passe de relance dans l'aile. La défense est un peu en retard. Côté Hornets, il y a Moussa Diabaté qui est là. Il y a Con Knoppel qui est un peu trop haut, ce qui permet aux Hawks, avec la belle coupe ligne de fond là, pour Okongwu, de mettre ce alley-oop. Alors, c'est une action qui paraît simple, mais à chaque fois qu'on met ça dans le contexte, c'est un poste 4, Merci. pas de meneur de jeu sur le terrain. Pour moi, c'est limite une prouesse, en fait. Exactement. Moi, c'est ballon gagné, on se projette, et puis encore une fois, on va le chercher lui rapidement sur l'outlet, et puis derrière, un dribble et la passe tout de suite. Et c'est des passes. C'est pas des passes très simples à faire, c'est une passe milieu de terrain. Il va récompenser son grand qui court. On est vraiment dans ce truc de poste 4 all around. Oui. Alors, c'est pas Point Draymond Green en forward, termes de voilà, passes. genre. Mais tu l'as dit, on a 7 passes par match. Ouais. On voulait mettre en 7 passes par avancée match, avec c'est cette énorme. palette. C'est énorme. C'est énorme. C'est le meneur de jeu de l'équipe là, aujourd'hui. Exactement. La blessure de Trae Young a redistribué les cartes. C'est Krejci, notre Tchèque préféré, qui Qui est bon, qui est meilleur qu'à l'Euro. Hein. C'est pas compliqué. qui, qui a fait un match exceptionnel avec 10-3 points là, il y a quelques Il a voulu faire un jours. tête contre tête avec Derek Queen qui lui a volé le ballon à la fin sur une fin de possession, là, tu l'as vu ou pas? Bien sûr, Derek Queen. On va lui donner beaucoup de critiques. Troisième palette, allez, on y va tout de suite. On va continuer dans les bonnes passes d'Abe, la bonne lecture de notre ami Jalen Johnson. C'est un autre match là, on est contre les Clippers. Regardez, c'est contre qui? C'est contre John Collins. Eh oui, son ex. L'ex sur le poste plutôt. On y retourne au tout début de cette action sur, pour le coup, un bon système des Hawks avec c'est pas un stagger, c'est plus un lift. Un lift, voilà, l'ascenseur. La remontée là-dessus pour Luke Kennard. Ok, Pat Riley. Luke Kennard qui est pas du tout en position de tir, le shooter, parce que le système c'est d'aller de l'autre côté vers Jalen Johnson. Regardez pardon, la défense des Clippers. On va mettre du monde dans la raquette, Brook Lopez, John Collins. Le mouvement aussi à l'opposé va être intéressant pour Okongwu. James Harden toujours un peu à la bourre qui se trimballe par là. 2 mecs sont bien coupés sur les extérieurs côté Clippers, mais il y a Okongwu donc qui se présente parfaitement. Là, de la patience, tranquille, prise à 2, bonne passe à terre. Jeune basketteur, faites des passes à terre. Bravo encore, on parlait des 7 passes décisives de moyenne, et ben il y a des passes dans la transition, il y a des passes aussi sur attaque placée. Ouais, puis j'aime bien ce mouvement de j'attaque la ligne de fond, hop, je me présente au pointillé pour le grand. Donc il a une vraie connexion avec Okongwu, je trouve, dans, Tout à fait, t'as dans raison. le jeu sans ballon. Et puis il a toujours trouvé ses petits angles de passe. Après, la défense de Brook Lopez, elle est Qu'est-ce qu'il va faire, gros? honteuse. Mais à l'image du Il reste Clipper- 5h30 à doubler un mec alors que t'es même pas à côté de lui. Ouais, Il est même pas passé le voilà. mec. Mais bon, Sur Brook Lopez, j'aurais préféré un édito sur Brook Lopez qui est scandaleux, gros. bon, on va me laisser tranquille avec mes éditos ou quoi? Incroyable, 10 ans de métier, jamais vu ça. Dernière action, et on va aller sur un petit peu sur du scoring quand même, parce qu'on a vu la passe et on voulait mettre ça en avant. Jalen Johnson, cette saison, pendant que vous regardez ce match, ça se contre le Utah Jazz encore dans la transition. Jalen Johnson, il a 21,5 points, 9,5 rebonds, 7 passes décisives, 54% au tir et 38% à 3 points. Pourquoi? Parce qu'il prend des bons tirs en rythme. Regardez cette première défense déjà des Hawks face au Jazz d'Utah. On va suivre la bonne lecture de Jalen Johnson, la passe merdique aussi, c'était Filipowski. Le 3 contre 2 a joué, toujours cette volonté de courir pour les joueurs d'Atlanta. Il y a un 3 contre 2. 3 contre 2, normalement, il fallait au bout, frérot, un petit up. Dans la NBA actuelle, qu'est-ce qu'on préfère faire? 3 points. Une grande passe à 3 points pour un tir ouvert. Regardez à l'opposé, c'est notre fameux Krejci, le Tchèque, qui va récupérer la balle. J'aime cette passe dans le dribble main gauche. Ça, c'est les trucs de mecs qui sont en place techniquement. Et regardez donc le retour, il peut prendre le tir. Mais on se fait confiance à Atlanta. Le petit retour de passe pour Jalen Johnson. Ça, c'est les tirs qu'on adore, Erwan. Ouais, bah après, Nous tous, hein, évidemment. C'est pas un mec Pas qui, nous c'est deux. pas un mec qui arme vite. Mais par contre, c'est un mec qui, chaque fois, prend des bons tirs. Il a une très bonne sélection de tirs, je trouve. Jalen Une bonne Johnson. mécanique aussi. Une bonne mécanique. C'est vrai que ça part pas très vite, mais quand tu prends des bons tirs et que tu as le temps d'armer, c'est pas très grave. Donc voilà, il arrive, ça tombe dedans. Museau Et encore sur une Laurie. fois- Museau sur Laurie Sur Markkanen. Ouais, c'est Markkanen, c'était pas Filipowski au repli. Non, je crois que c'est Markkanen. Mais en tout cas, bref, encore une fois, la bonne lecture, il y a un 3 contre 2 au lieu d'aller péter comme ça entre les deux, parce que le repli du Jazz, on le voit bien, il vient de fermer la raquette, il va rajouter une passe, on va le retrouver, preuve de la confiance aussi, sur un tir à 3 points, c'est un shooter qui lui fait un retour de passe. Un petit mot sur la mécanique de Jalen Johnson?
Il est ouais, mais même sa technique au global, c'est un joueur bien, elle est clean en bien. fait. C'est un joueur clean. La mécanique, elle est propre. Il n'y a pas de parasite dans sa montée de balle. Le ballon, il tourne bien. Alors, il arme doucement. Il a besoin d'avoir les appuis posés pour armer comme ça. Mais c'est très correct. Hein. Mais en fait, c'est un beau joueur de basket. On n'est pas sur Michael Kidd-Gilchrist. Hein. Ah non, bien sûr. Sur la gestion. Mais tu vois, tout à l'heure, je disais, passe dans le dribble, pick and roll, jeu capable de finir, des petits teardrops, une bonne mécanique. C'est un beau joueur de basket. C'est pour ça qu'Herman l'aime beaucoup. Il a manqué à Atlanta là, quand il se pète. L'année dernière, bien sûr. Et mais là, il confirme en fait. Et puis, on l'a vu contre les Clippers. Il y a un monde d'écart en termes d'intelligence basket entre lui et John Collins. John Collins, c'est un citron vert, il comprend rien, il a juste 1m20 de détente. Et un peu un jeu quand même. Et Jalen Johnson, c'est quand même un joueur de basket un peu plus abouti, un peu plus réfléchi dans les lectures de jeu. De toute façon, tu fais pas cette passe décisive quand t'es intérieur, juste en faisant des tout droits. Ouais. Non, c'est vrai, il fait... Dans ce basket où il y a de plus en plus de possession, il y a quand même des mecs qui en profitent. Et ce type de joueur-là, il est vachement mis en avant grâce à ses stats et à sa connaissance du jeu. Et Zachary Zaché en profite aussi, pas mal de sa qualité de passe, qui fait plutôt une bonne saison. On a hâte, en tout cas, chez les Hawks, de voir le retour de Trae Young pour voir comment c'est tout en décembre. Ça... il faut gagner des matchs. Pour les voir au complet, quand même. On l'a dit plus tôt dans l'émission, il y a quand même des fenêtres qui s'élargissent à l'Est. Moi, je suis curieux de voir les Hawks au complet. J'aime beaucoup ce que fait Alexander Walker en l'absence de Trae Young. Il est très bon. Tu vois, les mecs, on parlait de Cam Johnson, là. Il y a de l'espace et tout. Alexander Walker, niveau qui est célèbre. Alors, il y a eu un moment un peu plus bas et tout, mais il y a eu des matchs. Je fais, ok, d'accord, c'est quelqu'un ce mec. Ouais, mais c'est toujours des bons gars à avoir dans l'équipe. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens de côté des Timberwolves qui l'ont pleuré. Mais c'est dans ces. Oui. Mais parce que tu es attaché à des mecs, à un moment donné, c'est important. Mais ça, c'est des joueurs, tu peux que les aimer. Il y a pas de. Tu vois, ils défendent, ils mettent des tirs, ils ont du cœur, ils ont une vraie culture de la gagne aussi, en tout cas dans leur attitude. Donc, c'est dur de pas aimer des mecs comme ça. Quand tu es dans ton équipe. Hein, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là? Tu te régales? Non, parce que hier, Tom Chervelu m'envoie le conduit, c'était écrit Con Knappel. Je crois qu'on faisait un focus sur Con Knappel. On voulait en parler dans les news, mais en fait, hier, il a pas fait un bon match. On le fera lundi. Il a fait 3 fois. Mais 6 points hier, alors qu'il sortait de 5 matchs à plus de 20 points. On fera un lundi parce que il est quand même le candidat numéro 1 au Roy, là. Il est meilleur scoreur, en tout cas, des rookies. 18,6, Il met des sacrés régale. Il était à 19-3 avant le match d'hier. Tu vois, t'es plus proche de Knuppel que de Jalen Johnson, toi, quand même. Un petit peu, ouais. Effectivement. Mais rassure-toi, moi je suis proche ni l'un ni de l'autre, donc au moins. Knuppel, tu sais qu'il est sur les bases de. Si, quoi. On est très loin, mais de Steph Curry. Hein. Ouais. Il a 66 tirs à 3 points inscrits déjà au bout de 18 matchs. Steph Curry, c'était 150, je crois, la première année. Bah après, donc il peut prendre un peu d'avance. Après, il a mis 400 tirs à 3 points par saison sur 10 ans, donc beaucoup de Knuppel. Bon, alors, il sera pas, on espère que ça sera pas le qui suis-je, en tout cas, notre ami, parce que là, c'est l'heure du quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Allez, ouais, nouveau quiz, et il va être très bien celui-là, je vous le promets. Je suis venu avec la boule au ventre au travail ce matin, mais ça va mieux. Ça va mieux, on en a parlé, on a discuté, et on fera plus les mêmes erreurs, c'est sûr. Bravo, champion. Pour bravo, champion. J'avais oublié déjà. Champion d'Île-de-France, quand même. On n'est pas peu fiers. Ouais. Il a battu Optique 2000, Chris, Atoll. Vous savez que dans ma carrière de foot, j'ai jamais rien gagné. Là, c'est mon premier tournoi que je gagne. Avec le talent que t'avais, t'aurais pu faire au moins l'Euro 2000. Un jour, on racontera la première fois on a joué au foot avec toi et ta première touche de balle. Je pense que tu l'as raconté déjà 20 fois quand je me fais la cheville. Non, à ma mère. Mais bon, on a fait un nouveau quiz pour tenter. Non, c'est pas vrai. On est parti sur un truc qu'on a fait souvent. On a fait des photos floutées. Okay. On a mis le logo sur la tête du mec. C'est à la vitesse. C'est des mecs que vous connaissez. Je vous laisse regarder l'écran là-bas. Aymen, tu envoies dès que t'es prêt. Et c'est évidemment à la vitesse. Drougden, putain, Erwan. Le mec de Yukon, là, tu sais. Ah oui, Jérémy Lemb. Ouais, Jérémy Lemb. Bass. Oui. Bien gaillard, hein. Channing Frye. Et la caméra peut-être. Oh la vache. Bravo. Bruce Bowen. Steph, tu vois l'image ou pas? Matt Barnes. Mo Williams. 31. Larry Hughes, bravo. Oh, vache, la branlée, quoi. James Posey. Bah oui, Ken Rice, n'importe quoi. T-Mac. Non, Alston, Rafa Alston. Parce que Tomailou, j'allais dire. Il y en a 2 pour la fin. Shamas Mapir. Non, Rashad McCown. Johnny Flynn. Non, Rashad McCown et Rajabel. Ouais, bravo. C'est McCown, ça. Bravo. Voilà. Ce petit maillot. Voilà un quiz qui a fonctionné. Passionnant. Ouais, c'était passionnant. On va sur le qui suis, je vous le dis, il est pas simple. Vous avez des nouvelles de Steph? Steph, il est derrière toi. Minable ce jeu. Oh non, on recommence. Partir en burn-out. Oh non, arrête. Je suis né. C'est moi que vous jouiez à ces mecs persécutés là. À l'antenne en plus. Le 30 décembre 1978.
Ouais, j'ai donc 46 ans. Fin d'année. Ah. C'était bien quand t'étais jeune, ça, fin d'année. Et j'ai quitté... Bah non, parce que t'avais pas les cadeaux normalement. Ouais, c'est naze un peu, non, pour les vacances et tout. Ouais, et j'ai quitté les parquets NBA en 2010, après quelques matchs sous le maillot de Chicago. Mais, commençons par le commencement. J'ai joué 4 ans dans la fac de UTSA, l'université de Texas à San Antonio. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Non. Où directement, je vais montrer mes qualités de scoreur. 20 points de moyenne lors de ma meilleure saison, plus de 7 rebonds et 3 passes. J'ai aussi un bon shoot à 3 points que je vais développer au cours de ma carrière. Je ne serai jamais appelé à la draft 2002. Je me présente alors à la draft USBL, United States Basketball League, où je serai élu rookie de l'année avec Kansas. C'est une vraie info, ça. Ouais. Ma bonne saison est remarquée par les Spurs, qui m'invitent au camp d'entraînement l'été suivant. Je jouerai 7 petits matchs avant d'être coupé. Ah. Du coup, je me présente à la draft D-League, où je suis drafté à nouveau avec les Patriots. Je suis élu à la fois rookie de l'année et MVP de la saison en D-League. Et quarterback. Les Nuggets me proposent un 10-day contract durant la fin de saison. Finalement, je vais signer mon premier vrai contrat lors de la saison 2003-2004. Robert Pack. Non, avec San Antonio. 2003-2004. Je joue alors 58 matchs avec les Spurs pour un peu plus de 10 minutes de moyenne. Je porte le numéro 23. Et en playoff, mon nombre de minutes augmente puisque je joue presque 15. Devin Brown. Devin Brown, bravo Thomas. Devin Brown qui a eu un parcours compliqué au début. Oui, c'est vrai, on s'en pas fout. que, hein. D'ailleurs, si vous voulez voir Devin Brown faire peut-être son meilleur match en carrière, c'est disponible sur les classiques. Exactement, non face à Houston. Face à Houston avec T-Mac qui met les. C'est encore Thomas qui l'a Allez, lu, on c'est passe à terrible. qui suis-je. Je suis né à Caen, grandi à Annecy. Je suis passé à Cholestre. Et je dis trop de gros mots dans les émissions. Ouais, putain, t'as été C'était vraiment lui sur la photo là. Ouais. Attends, j'ai pas vu, fais Et voir. parce qu'il a joué avec LeBron. Après, avec son bandeau. Oh, c'est lui. C'est lui. Usher, c'est Ouais, Usher. c'est lui. Ouais, c'est Usher. C'est lui, c'est le Devin cher. Brown qui perd la balle à la fin là. Devin Bon, Brown. voilà, Bravo, bravo très bien, encore. très bien. Thomas, t'es Ouais, impérial. ouais. Je vais arrêter de tout le les temps. écrire jusqu'au bout, par contre, ça commence T'es à me- impérial sur Ouais, les ça quiz, Paul Latour. bravo. Très belle saison pour l'instant. Moi, je suis toujours Fanny, frère. Moi, j'attends que le Fox, ça m'intéresse plus le reste. Attends, mais ça fait combien d'émissions qu'on a fait Oh, là ça fait 5? 5 ou 6, ouais. On va Je faire pense que j'en des- ai pas eu un de On l'année, va de toute faire des façon. comptes. Il va y avoir un grand quiz. Il y a hein, là. Comment ça, un grand quiz? Ah, le grand quiz de Noël bientôt. Ouais, ouais. grand quiz de Noël. Arthur, on on va a le eu préparer. un. Et t'as eu tout le reste. Théo. Non, Théo, Thomas, on a eu un. Thomas, on a eu un. Thomas, on a eu un. Wax aussi. Wax, bah, il est pas encore venu. Non, mais Wax a retrouvé cet hiver. Ouais, Double team. pour double team cet Sur Dennis hiver. Rodman. Allez, voilà, on s'est régalé pour se faire des jours. On se retrouve lundi pour le Big Monday avec la radio libre, le NBA Classic Game. Stephen Brun sera pas là parce qu'il m'a fatigué celui-là. Merci à toi. Demain midi, Offense avec Mehdi Maizi. Soyez avec nous. Je sais pas qui doit regarder sur le plan large, sur le plan C'est serré. toujours à la rouge, C'est hein. celui-là. Bravo, merci. On vous embrasse. Ah, jeudi prochain pour le First Day Show. débute la télé, Vendredi. c'est quoi, c'est Vendredi, midi, Offense. Et on t'attend sur Offense. Ouais, Allez. attendez-moi. Oh